Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur d'avoir avec nous Marvin Scaringella, qui est directeur commercial chez Descoin et qui est aussi président Marseille de Cryptosphère. Marvin, comment est-ce que ça va? Ça va très bien, messieurs. Déjà, tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation, hein. Vous avez déjà eu l'occasion d'échanger avec un de mes associés. Du coup, bon, ça fait toujours plaisir et j'ai eu des bons retours. Du coup, déjà, félicitations pour votre travail. J'ai eu l'occasion d'écouter aussi quelques-uns de vos podcasts et c'est du bon travail. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Trop content de pouvoir échanger. On a plein de choses à se dire aujourd'hui. On est ultra curieux de savoir un petit peu ton parcours parce que ça fait plus de 10 ans que tu es plus de 10 ans que tu es dans l'écosystème, que tu es tombé dans ce Web3 grâce au Bitcoin. On y reviendra du coup un peu plus tard parce que le Bitcoin, c'est un sujet qui est qui est assez agité ces derniers jours. Justement, À la mode. on a vu plein de choses. J'aimerais bien qu'on démarre du coup justement avec ton ascension, on va dire, ton parcours qui t'a amené jusqu'à à être aujourd'hui un acteur ultra actif dans ce Web3 francophone. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup? Qu'est-ce qui t'a amené à être aujourd'hui, à être là où tu es? Alors, déjà, l'envie d'entreprendre, ça a toujours été quelque chose qui me tenait à cœur. Depuis tout petit, j'ai toujours essayé de faire des projets. Quand j'étais jeune, je réparais les téléphones avec des amis. J'ai toujours aimé la tech. Je montais des PC, j'étais un gros gamer. Du coup, rapidement, si vous voulez, je me suis mis à fabriquer mes propres PC. Et à la même période, si vous voulez, j'ai mon premier projet entrepreneurial. Vous allez rigoler, mais ça s'appelait Pizza Fast. C'était une application toute simple qui permettait de localiser les machines à pizza du coup. Et j'étais arrivé sur un jour avec mes cousins, on était en soirée ensemble. On voulait télécharger une application tout bête, hein. Vraiment, c'était la problématique de base de bon, on veut commander des pizzas, on est à un endroit, on n'est pas chez nous, go télécharger une application et du coup, on n'a pas trouvé d'application. Et je me suis dit, je vais la créer. Du coup, tout est parti de là. Premier projet entrepreneurial, j'ai 17-18 ans. Je monte à Paris pitcher le projet, etc. Ça marche pas, c'est pas grave. Ça a été quand même une bonne expérience, surtout quand tu es jeune. J'ai appris plein de choses. Ça m'a permis d'avoir vraiment un an où j'ai pu découvrir tout, le marketing, les aspects. J'avais vraiment l'aspect théorique avec l'école. Et du coup, j'ai pu passer à la pratique, ce qui était beaucoup plus enrichissant de mon point de vue. Et comme je dis, j'avais les jeux vidéo aussi à l'époque. Et au même moment, j'avais découvert, quand je vendais des PC, qu'il y avait possibilité de fabriquer des bitcoins. Comment je me suis retrouvé sur Bitcoin? Tout simple. J'étais très intéressé par tout ce qui était extraterrestre et alien. Et du coup, j'ai commencé à me diriger sur Wikileaks. Wikileaks qui était à l'époque sur le Darknet. Et c'est un petit peu comme ça, en fouillant à droite à gauche, j'adorais passer des heures et des heures sur mon ordinateur, à quel point que ma mère partait avec la Livebox au bout d'un moment pendant les vacances scolaires. Du coup, voilà, c'était vraiment la petite étape importante, on va dire, du parcours. Et arrive le moment où je commence à m'intéresser à Bitcoin. Je fais mes premières transactions, du coup, pour faire une donation à Wikileaks. Et je me dis, mais comment ça marche? Comment c'est possible d'acheter du Bitcoin? Du coup, je passe sur un site qui s'appelait à l'époque, localbitcoin.com. Parce qu'il n'y avait pas besoin de KYC, j'étais mineur, fallait avoir une carte bleue, c'était très compliqué. Je fais un virement, je dis à ma mère, est-ce que tu peux envoyer 50 € à un RIB, à un monsieur qu'on ne connaît pas? Et dans 3 jours, on va me donner des bitcoins que je vais pouvoir donner à une plateforme pour pouvoir les remercier pour ce qu'ils ont fait. Et tout commence comme ça. Et là, je me rappelle la galère dans laquelle je rentre pour trouver ce local Bitcoin. Ça a été vraiment 2-3 semaines de recherche. Je ne comprenais pas comment c'était. C'est pas comme aujourd'hui, on va sur Internet, on tape Bitcoin et d'un coup, on a 10 plateformes qui tombent, Binance, Descoin, Myriad, tout ce que vous voulez. C'était pas comme ça. À l'époque, c'était quand même bien plus complexe. Il y avait quand même un petit de Coinbase et tout. Globalement, c'était plus complexe. Et de là, du coup, je m'y intéresse. Je regarde comment ça marche, la blockchain, comment ça fonctionne une transaction, comment ça fonctionne les blocs qui s'assemblent, une transaction qui passe dans un bloc, qui s'enchaîne sur un autre bloc. Et je me dis, mais comment on fabrique ces blocs, en fait? Et là, je découvre le minage. Et je découvre le minage à l'époque grâce à la chaîne d'Owen, qui est du coup aujourd'hui un de mes associés, le Hasher, pour ceux qui le connaissent, du coup, je suppose, sur son nom de YouTube. À l'époque, il avait 4-5 000 abonnés. C'était vraiment Owen dans son garage. Je me rappelle, ils étaient encore à Florange. Il montait les mineurs, il expliquait comment ça fonctionne. Moi, j'avais déjà monté des PC. Du coup, je me dis, pourquoi pas monter un mineur? Et la deuxième étape, je vais voir ma mère et je dis, écoute, je vais fabriquer une machine, je vais la brancher à la maison
et on va gagner de l'argent. Et là, et là ça a été quand même une grosse étape à faire comprendre. Ma mère qui rigole, mon père pareil. Et du coup, vient le deal de, écoute, si tu arrives à me prouver qu'en branchant ta machine à la maison, tu fabriques plus d'argent que ce que tu m'en coûtes, moi, je t'offre l'électricité. Du coup, bah, tout part comme ça. Je branche la machine, Bon ça deal. marche. Bon Bon deal. deal. Ma mère me paye l'électricité. Je gagne pas grand-chose. À l'époque, le Bitcoin, il vaut à peu près 135 $. Du coup, c'était vraiment il y a longtemps. Je fabrique à peu près un Bitcoin par mois. Bon, je dévie rapidement du coup sur le minage d'autres crypto-monnaies, mais je suis quand même payé en Bitcoin parce que c'était plus rentable à l'époque. Et par contre, bah, tous les mois, je vendais mes bitcoins pour récupérer de l'euro et du coup, aller acheter des bonbons avec les copains, frimer. J'étais jeune, hein, j'avais 13-14 ans, du coup, j'avais 200 € par mois. Pour moi, c'était déjà la folie. Dans ma tête, j'étais là, j'avais mes petits business à côté. J'ai toujours réussi à me sortir un petit peu d'argent de poche. J'ai eu la chance d'avoir des parents, du coup, qui m'ont pas forcément donné beaucoup d'argent de poche à l'époque, mais qui m'ont toujours soutenu dans mes projets entrepreneuriaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai lancé quelque chose, autant mes potes avaient tous une carte bleue, des comptes, de l'argent le week-end. Moi, je n'avais pas forcément ça. Mais par contre, à chaque fois que je lançais un projet, mon père m'a toujours aidé. Il m'a dit, écoute, tu as besoin d'un gars, je te le paye, monter la vidéo, je te paye un graphiste, je te paye ça, je te paye ci. Du coup, ça, c'était bien. Et ça, du coup, c'est ça aussi qui m'a permis de mettre un petit pied dans l'entrepreneuriat. Et voilà, et là, l'aventure a commencé comme ça. Incroyable, incroyable et comme quoi l'environnement, peut aider aussi, c'est une belle philosophie, de dire, voilà, OK, on donne pas forcément, de l'argent pour que tu ailles, voilà, t'acheter, ce que tu veux et cetera. Clairement. Par contre, si tu fais un projet, on est là, on te soutient, on va t'aider. Peut-être que c'est un projet qui va marcher ou pas, mais ça inculque quand même, des bonnes valeurs et ça pousse derrière donc très cool de leur part Ouais. d'avoir fait Je ça. pense que dès le début, ils savaient que ça allait pas marcher, mais ils voulaient que je me rate. Ils voulaient que je me Ouais, rate, ils voulaient que j'apprenne, et ça a été une très bonne école au final. mais au final, il vaut mieux avoir, un enfant qui a envie d'avancer et qui a envie de faire des choses plutôt que qu'elle a qui dit: «Non, non, mais donne-moi juste la carte et je vais dépenser ça», donc trop cool et du coup, cette période-là, elle a duré combien de temps environ? Pendant combien de temps? Est-ce que du coup tu as miné et après, bah, tu t'es jamais arrêté? Alors, j'ai Est-ce qu'il miné y a eu des phases? globalement, non, je me suis arrêté sur le minage. J'ai miné, on va dire, à peu près 3 ans, le temps que ma machine elle meure. J'ai à peu près miné 3 ans, surtout que bon, c'était pas le top enfin, le minage a rapidement évolué entre temps. Et si vous voulez, le coût de l'électricité, ça restait rentable de miner d'autres crypto-monnaies, notamment de l'Ether. Sauf qu'à l'époque, moi, j'étais bloqué et je me disais, bon, je ne vais pas miner de l'Ether parce que je n'avais pas fait cette philosophie et cette maturité de comprendre que l'Ethereum était quelque chose qui était révolutionnaire, parce que c'était la vérité. Moi, j'étais vraiment bloqué Bitcoin. Du coup, tout ce qui était voilà, Litecoin, généralement, je me dis du Litecoin, des trucs comme ça, tu étais payé à l'épreuve en Bitcoin. Le minage a duré 3 ans. Je me suis toujours intéressé à Bitcoin pendant longtemps. J'ai fait des forums, j'étais sur le forum de Bitcoin, j'ai posté 2, 3 trucs, j'ai discuté avec des gars. Je me suis intéressé vraiment, je me suis rapidement pris de passion, je m'en rappelle à l'époque, et j'en ai beaucoup parlé, que ce soit à l'école, que ce soit dans les repas de famille, ou même des fois on faisait des repas avec des amis et mes parents. Mais je m'en rappelle tout le temps, parce qu'au début j'étais là et j'étais très têtu. J'étais un jeune qui était très têtu. Et j'avais beau être dans une table avec des personnes qui étaient bien plus âgées que moi, qui avaient 30, 40 ans. J'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans à l'époque. J'étais là et je leur disais, vous allez voir, je vous le dis, ce truc-là, c'est incroyable, c'est révolutionnaire. Et pour vous dire, mes parents ont investi très, très tard. Je pense que mes parents ont commencé à investir dans le Bitcoin il y a 2 ans. Pour vous dire à quel point. Alors, ils m'ont vu marcher, ils m'ont vu le faire, ils m'ont vu prendre des profits. Et vu que ça restait tout virtuel pour eux, eh ben, ça n'existait pas. Ça n'existait pas, et c'est vrai qu'il y avait quand même ce parallèle où les gens vont toujours vous dire, quand vous parlez de Bitcoin, c'est quoi aujourd'hui votre problème avec Bitcoin? C'est que tu ne veux pas le toucher. Et ça, les gens sont bloqués avec ce fait où vous devez toucher de l'argent. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, la réponse que je donne, c'est que quand tu utilises ta carte bleue, tu ne touches pas à l'argent. C'est comme, il faut bien comprendre que la première personne à qui on a donné une carte bleue et qu'on a dit, écoute, demain, c'est fini le cash, c'est fini l'échec, tu vas avoir une carte en plastique avec une puce. Tu vas la mettre dans une machine, tu vas taper un code et tu vas payer dans les commerces comme ça. Enfin, la première personne qui a entendu ça, elle a dû se dire, mais les gars en face de moi, c'est des fous. Et c'est littéralement ce que j'ai vécu. Du coup, ça a duré quelques années. Je m'y suis, plus ou moins, j'avais quand même mes études à côté. Je n'étais pas un passionné full-time comme Owen à l'époque, qui était vraiment full-time là-dedans.
j'avais mes études à côté. À un moment, je suis rentré dans l'événementiel pendant plusieurs années, ce qui fait que j'ai découvert un petit peu tout ce qui était bon. J'étais président de BDE, j'ai eu mon petit côté festif. Où, voilà, je me suis quand même détaché de la crypto. J'ai profité de la vie. Je continuais de suivre de loin. Je voyais quand ça montait à 18 000, ça partait. Je vendais un petit peu de crypto-monnaie. J'en rachetais. Je me suis fait avoir comme tout le monde. J'ai acheté haut, j'ai vendu bas. J'ai fait les mêmes erreurs que tout le monde fait. Globalement, il faut le savoir qu'il faut faire des erreurs pour apprendre. Ça, c'est non négociable. Et voilà, et petit à petit, j'ai fait mon chemin. Et je me suis réellement, on va dire, ouvert à l'écosystème en 2018, quand j'ai découvert Ethereum ETHCC. Et c'est là que j'ai rencontré des développeurs qui m'ont un petit peu ouvert les yeux, hein, faut le dire. J'étais vraiment bloqué sur Bitcoin, voilà, tout ce qu'il y a autour, c'est n'importe quoi. Il y avait Dogecoin à l'époque, encore parce que Dogecoin c'était 2013. Pour moi, c'était tout du vent. Enfin, c'était un Australien au fin fond de l'Australie qui dit j'ai prouvé que l'argent n'a pas de valeur et je vais créer une crypto-monnaie avec une tête de chien, un mème, et vous allez voir, les gens vont l'acheter. Bon, le pari a marché. Le pari a marché. Je ne l'aurais pas pris à l'époque et je le prendrai toujours pas pour être franc. Mais du coup, voilà. Et là, je me suis ouvert. Et après, l'aventure a doucement commencé. Il y a eu Cryptosphère qui est arrivé. J'ai commencé à Cryptosphère, c'était quand? C'était en 2019 ou 2020? 2020. Je suis rentré à Cryptosphère du coup en 2020 au début pour rédiger les articles. Parce qu'avant ça, j'étais dans une association qui s'appelait Financial Charity Brands. Et en gros, c'était une association, une grosse association étudiante avec 600 membres. C'est déjà pas mal à l'époque. Et c'était vraiment de la finance, mais tradie, pure et dure. Et il y avait un pôle crypto qui avait été ouvert à l'époque et on était 3 dans l'antenne. Du coup, sur les 600, on était les 3 fous à parler de crypto-monnaie. Du coup, c'était vraiment en plus. La crypto, c'était vraiment vu comme les dégènes, les gens qui se lançaient dans la crypto, c'était les fous, on écrivait des trucs, ça va changer le monde, la décentralisation. Rien à voir avec la mentalité de l'assaut, très carré, très truc. Du coup, c'était compliqué au début à s'intégrer. Et la petite histoire drôle dans tout ça, c'est qu'il y a un gars avec qui je travaillais dans l'assaut que j'avais jamais rencontré, qu'on s'était eu au téléphone, qui s'appelait Charlie, que j'ai rencontré l'année dernière, on va dire en live, qui a monté une boîte qui aujourd'hui s'appelle Rufiji, avec lequel on a travaillé et échangé. Et du coup, quand on était en call, on se disait, mais on se connaît, on a déjà échangé, et on s'est revus, du coup, on s'est retrouvés 4 ans plus tard. Du coup, voilà, ça a commencé doucement. Bon, on aura l'occasion, je pense, après, avec d'autres questions, détailler un petit peu plus en détail, mais voilà, pour le moment, ça s'est passé comme ça. Ah, trop cool. Ouais, donc quand même, ouais, il y a quand même eu, enfin, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu as été quand même, tu as été dans les premiers à, voilà, à avoir la vraie opportunité, à comprendre l'opportunité que c'était, à y croire, à le défendre. Et Dieu sait que Mais ça ce qui devait est pas être facile drôle, à défendre. c'est qu'il y a y croire et il y a Ouais, se dire ça va atteindre les 20, 60, 50, 100 000. Parce ouais, qu'il faut vraiment différer. Enfin, il n'y a aucun humain ouais, aujourd'hui, je pense. Toutes les histoires, vous allez entendre des gens qui vous disent j'ai acheté du bitcoin à 3 centimes et je l'ai revendu à 50 000 dollars. C'est soit des gens qui ont perdu leur clé et qui l'ont retrouvé 10 ans plus tard, soit des gens qui sont fous. Enfin, l'humain normal qui met 100 euros dans n'importe quel investissement et qui en ressort 10 000, il sort. Il sort. Parce qu'un fois 100, au bout d'un moment, tu peux pas, enfin, tu te dis pas, ça va faire fois 100 000, fois 1 million. C'est pas possible. C'est pas possible. T'as beau avoir la philosophie, être persuadé que ça marche au tout début, surtout quand tout le monde te dit autour de toi, c'est du vent, ça marchera pas. ouais, Surtout que c'est ça aussi au début. ouais. Autant quand tu rencontres après des gens qui sont comme toi, et vraiment, voilà, en 2021, quand j'ai rejoint l'aventure d'Escoin et quand j'ai commencé à bosser là-dedans, là, j'ai rencontré des gens, même s'il y avait Cryptosphère, ça restait des jeunes, c'était pas des gens qui bossaient à l'époque, ça restait étudiants, c'était plein de petits étudiants qui allaient boire des bières et qui discutaient de crypto-monnaie. C'était ça, tu vois, le truc. Mhm. Quand tu te retrouves avec des gens qui bossent et qui créent de la valeur dans ce secteur, tu te rends compte au final que, bah, voilà, il y a quelque chose, t'es pas fou. T'es Ouais. pas fou, il y a quelque chose qui existe, il y a un marché, il y a de la valeur à créer, et du coup, bah, go, quoi. Mais au début, voilà, t'es tout seul, t'as beau y croire, t'as beau te dire ça va changer le monde, tu le dis plus pour te convaincre aussi toi-même. Du coup, voilà, j'ai pas gardé tous mes bitcoins, faut savoir, voilà, je les vendais tous les mois à l'époque quand je les minais. J'ai fait l'erreur, et c'est pas pour autant que j'ai abandonné. J'ai continué à en vendre, cher, pas cher, j'en ai acheté, cher, pas cher. Et voilà, il n'y a personne qui a de boule de cristal. On ne peut pas savoir quand est-ce qu'il faut acheter, on ne
peut pas savoir quand est-ce qu'il faut vendre. Et c'est vrai que je pense qu'aussi la finance va évoluer avec ça. Aujourd'hui, Bitcoin, ça reste un actif, je pense, qui a fait ses preuves. On arrive dans une phase où le marché est régulé. On peut dire ce qu'on veut. Il y a 4-5 ans, quand je commençais un petit peu l'aventure, les gens me disaient c'est pas régulé, ça n'existe pas, c'est pas une monnaie. Aujourd'hui, c'est une monnaie légale quand même dans 2 pays dans le monde, le Salvador, l'Afrique centrale. Il y a des ETF qui ont enfin été validés aux États-Unis en début d'année. Il y a une régulation qui a été mise en place, notamment la France a été pionnier d'ailleurs dans la mise en place de cette régulation. Hein. C'est Macron qui a commencé avec l'Obsan et du coup qui, à l'époque, était à la présidence européenne. Il me semble qu'il ne l'est plus. Hein. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il ne l'est plus. Et il a étendu du coup la régulation du PSAN avec MiCA et du coup il a étendu ça à l'échelle européenne. Et aujourd'hui, du coup, les PSAN vont devenir des CASP prochainement. Et voilà, on travaille aujourd'hui dans un marché régulé. Il y a des règles, il y a de la compliance, beaucoup. À mon goût, un peu trop de temps en temps, mais bon, c'est voilà, c'est comme ça, c'est la finance et c'est obligé, quoi. On doit passer les steps comme tout le monde, comme toutes les banques, comme toutes les institutions financières. Et petit à petit, on avance. Mais je pense que ça va dans le bon sens. Mais aujourd'hui, on ne peut plus dire, quand les gens me disent ça ne marche pas, ça n'existe pas, j'y crois plus. Enfin, à un moment, tu me le dis il y a 10 ans, il n'y a pas de souci. OK, on spécule sur du vent. Aujourd'hui, c'est plus du vent. Aujourd'hui, il y a un marché, il y a des entreprises qui travaillent, il y a des entreprises qui bossent, qui créent de la valeur. Il y a des secteurs. Moi, je le vois, je participe à plein d'événements. Partout dans le monde, il y a des événements. Voilà, ça y est, on est lancé. Maintenant, on va voir jusqu'où on va aller et quelles vont être les limites du secteur, parce qu'il va y en avoir, c'est sûr. Hein. La régulation, ça a du bon, mais ça a aussi un petit peu de mauvais, parce que la philosophie quand même derrière Bitcoin, c'est tout ce côté de liberté, de disposer soi-même de ses fonds, de pouvoir faire un petit peu ce que tu veux. C'est ça aussi le jeu. Et la régulation, c'est tout l'inverse. La régulation, c'est non, je veux savoir ce que tu fais, quand tu le fais et comment tu le fais. Je veux savoir combien tu as gagné, à la limite combien tu as perdu, je m'en fiche. Parce que les moins-values, on s'en fiche un petit peu. Aujourd'hui, on ne peut pas les déclarer. Alors que la plus-value, par contre, quand tu fais ta plus-value, moi, je veux prendre mon chèque parce que tu as gagné de l'argent et là, par contre, ça m'intéresse. Du coup, voilà, c'est ça le jeu. C'est aujourd'hui, c'est ça le monde dans lequel on vit. Ouais, mais c'est clair. C'est clair que c'est vraiment en train de se réguler dans le bon sens, en fait. Au final, nous, on a eu des personnes qui avaient travaillé justement chez l'AMF, qui ont participé justement à l'écriture du PSAN, etc. Et c'était incroyable. C'est incroyable de se dire, on est dans un organisme dans un environnement en France qui nous permet d'évoluer de la bonne manière, parce qu'il y a des pays où il y a des législations où justement, c'est tellement vague que donc il y a des gens qui lancent des projets, qui embauchent du monde, qui font des choses à fond, et derrière, quand va venir toute la réglementation, en fait, ils vont juste fermer, quoi. Ils vont juste fermer leur boîte. Alors que je pense que c'est une chance. Alors, comme tu dis, c'est pas évident parce que ouais, faut se plier un petit peu. Il faut, voilà, il y a des compromis à trouver, on va dire. Mais au moins, ça garantit déjà la protection, voilà, la protection des investisseurs, ce qui est en tout cas l'objectif numéro 1 de l'AMF, et de faire les choses correctement. Et qu'aujourd'hui, si en France, on veut bâtir une boîte qui doit avoir de la régulation, de la réglementation, etc., on sait qu'on est bien accompagné et on a plus de chances que notre boîte, dans 10 ans, elle soit encore là, plutôt qu'au prochain BIR, elle n'existe Alors, plus, quoi. il faut nuancer les choses parce que c'est vrai que quand Owen en parle, Owen a commencé vraiment au tout début. Moi, je suis arrivé au tout début du PSAN. Du coup, c'était le tout début de la régulation. Et le Tescoin venait d'avoir le PSAN à peine. On commençait un petit peu ces discussions de régulation, etc. Mais comme dit Owen souvent, c'est vrai qu'au début, quand il est arrivé, l'entrepreneur fou qu'il était et qui avait envie de tout essayer et de tout construire, aujourd'hui, cet entrepreneur, il pourrait pas réussir autant. Parce qu'il serait bridé, on lui dirait tu peux pas faire ça, ça fonctionne comme ça. C'est très très cher la régulation. Nous mettre en place une plateforme régulée, ça nous a coûté 1 million. Enfin, c'est ça aussi la vérité. Le petit entrepreneur à l'époque qui veut lancer sa boîte et qui décide de lancer Just Mining ou Smartcoin qui est devenu Descoin aujourd'hui, il est là et il se dit on y va et on verra bien comment ça se passe. C'est pas non, il y a des règles, il faut faire comme ça, il faut faire comme ci, il va y avoir des contrôles. Vous allez venir, il y a des gens qui vont venir vous auditer, il y a des commissaires aux comptes, il y a aussi le travail comptable derrière. Ça a été aussi un accompagnement, ça a été une phase complexe, hein, trouver un comptable, lui faire expliquer que bon,
on travaille avec de la crypto-monnaie. C'est pas une monnaie, c'est pas non plus de l'or, c'est pas qu'est-ce que c'est? Bah voilà. Ici, on l'appelle l'actif numérique, c'est le terme qu'on utilise en France, mais dans l'autre partie du monde, on sait pas trop. On appelle ça une crypto-monnaie. Bon, c'est intéressant et vraiment, ça a été hyper enrichissant d'accompagner même nos comptables ou dans la découverte un petit peu de l'écosystème, puisqu'on l'a découvert aussi avec eux. Et non, non, c'est hyper enrichissant. Mais voilà, la régulation a du bon et du mauvais, parce qu'aujourd'hui, les entrepreneurs qui arrivent, on le voit, hein, c'est des gars qui sont quand même bien plus entourés, c'est des gars qui lèvent des fonds, c'est des start-upers qui ont de l'expérience. C'est généralement voilà, des gars qui ont 30 ans, Ouais, qui sont bien entourés, qui ont un réseau, soit qui ont généralement ouais, un petit background de compliance, qui ont un des membres de leur équipe spécialisé là-dedans et qui les accompagne là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, voilà, la compliance, et on le voit, hein, c'est pas que dans la crypto-monnaie, même au niveau des banques, les mmh. effectifs compliance sur les 10 dernières années, ils ont doublé, si ce n'est pas triplé, quoi. Ouais, et puis même justement, il y a aussi il y a même des cabinets, d'avocats qui se spécialisent aussi, Web3, qui sont vraiment orientés à 100 là-dedans et qui peuvent apporter, des vrais conseils avec une vision en tout cas, tous ceux qu'on a rencontrés, c'est ju je trouve qu'il y a une ouverture d'esprit qui est super et ils ont une vision même pas que «micro» entre guillemets France. Ils ont vraiment une vision plutôt même européenne où ils sont capables de dire: «Bah, tu vois, là, dans ce pays-là, ça se passe comme ça». Il y a des fois, il y a des agréments qui ont des passeports, tu peux faire voyager et cetera. Enfin, ils ont une vision vraiment, très macro et qui permet donc, bah, de se «projeter» entre guillemets et de construire des choses qui sont intéressantes. Mais oui, je te rejoins sur le fait de dire, on peut pas trop, voilà, arriver, bricoler un truc et dire: «Oui, bon, en fait, c'est bon», ouais, ouais, c'est clair. On le peut, mais voilà, faut Et rester pure crypto. Il faut rester vraiment ouais, 100% crypto et pas avoir de pied, on va dire, dans le monde réel. Parce qu'aujourd'hui, nous, nos boîtes, c'est ça. Enfin, on fait le ouais, parallèle. On est un SaaS parce qu'on a un petit pied dans la finance tradie. On travaille avec des banques qui nous permet du coup de sortir de l'euro. Et on travaille à la fois dans le monde un petit peu de la crypto-monnaie où tout le monde ne connaît pas les règles et les mœurs. Et voilà, il faut savoir qu'il y a des règles qui arrivent, enfin, qui sont même ouais. déjà en place. D'autres vont arriver. Et petit à petit, on va construire ça ensemble, quoi. Et c'est ça qui est bien. Parce que c'est un monde qui est co-construit. Et c'est vraiment ça la phrase qu'il faut partager, c'est mais si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe, mais venez, on est ouvert à discuter, on est ouvert à en parler, le monde évolue, et venez le faire évoluer avec nous, quoi. C'est pas quelqu'un qui va cliquer sur un bouton et qui va dire ça va se passer comme ça. Non, ça se passe plus comme ça. On est écouté par les régulateurs, on a de la chance, il y a la DAN. La DAN, voilà, ils ont accompagné l'AMF pour la rédaction de MICA. Putain, aujourd'hui, c'est pas eux contre nous. On pourrait avoir cette image souvent, hein, mais la vérité, c'est que quand même, ils sont avec nous et c'est co-construit. Et c'est ça derrière la philosophie Bitcoin. Demain, tu veux créer tes Bitcoins, et ben, tu montes un mineur. Et voilà, et demain, tu ne fais pas confiance à un Explorer, que tu tapes Bitcoin Explorer et que tu penses qu'il y a quelqu'un qui te ment, et ben, tu montes un node, tu le branches à la maison, tu télécharges la blockchain et tu vas vérifier les transactions tout seul. Et c'est ça qui est cette philosophie, moi, que j'aime. Ouais, 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 100. Non, 100. Il y a vraiment, en tout cas, il y a les possibilités, elles sont on est qu'au début. On est qu'au début, vraiment, il y a enfin, c'est un écosystème qui est en train de se construire, day by day. Les idées, elles arrivent et ce qui est cool, c'est qu'aussi, c'est un écosystème qui est ultra créatif, heu, qui des fois va sur des choses qui, au final, ont pas forcément d'utilité, mais le marché, il fait vite le ménage dans tous les cas et ceux qui restent, ce sont qui ont On une vraie teste. utilité. Ouais. Mais il y a du test. Ouais, ouais, il y a du test et les gens, en tout cas, arrivent avec beaucoup de créativité, dans cet écosystème. Ça, c'est Je cool. pense que le meilleur exemple le plus récent, on va dire, au niveau des tests, c'est les NFT. Les Ouais, NFT, on a connu une hype en 2021. Moi, je suis quand même assez détaché des NFT. Les NFT, voilà, j'ai vu les ICO en 2018 partir, même principe que les NFT ICO dans tous les sens. C'était la mode. Il y avait un moment, les ICO, c'était le truc. On faisait des ICO pour tout et n'importe quoi. On a régulé le truc, on a dit bon, pas faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, les ICO, c'est beaucoup plus cadré. Tu ne peux pas lancer un token comme ça. En fonction du token que tu veux lancer, il va falloir te mettre dans tel ou tel pays. Voilà, le NFT, on a fait pareil. On a dit le NFT, c'est génial. On a vu des singes qui sont vendus à des millions de dollars parce que des stars en ont acheté. Voilà, les Justin Bieber, les trucs, les Snoop Dogg, qui ont d'ailleurs fait un clip. J'ai adoré. Ça, voilà, on commençait à avoir un petit peu de l'utilité derrière l'image.
Moi, il y a un projet français que je suis depuis le début, que j'aime beaucoup, qui est Interstellar. Les tout premiers, ils avaient Wine Bottle Club. Ça, voilà, Bien ça, sûr, c'est un projet NFT. super projet. C'est un projet. C'est pas Ouais, on va dessiner. Bon, l'art, c'est ouais, important. Il faut bien comprendre qu'un tableau de Picasso qui vaut 20 millions, si vous le mettez dans une pièce, personne ne connaît Picasso, et les gens vont passer à côté et vont pas le regarder. C'est ça aussi le truc. Alors que si vous le mettez dans un musée, une exposition, dans une salle toute blanche, vous le mettez au milieu de la salle, là, les gens, même s'ils ne savent pas, ils vont s'arrêter, ils vont regarder. Et c'est un peu ça. Ça dépend dans quel marché tu te positionnes. L'art, bon, ça a de la valeur, oui, mais ça dépend où, quoi. Alors que dans ce projet, on associe un NFT à une bouteille de vin. Et ça, déjà, ça fait très Frenchy. Moi, j'aime bien le côté Frenchy, c'est important, hein. Ça nous fait ouais. connaître aussi sur la scène internationale, ça c'est bien. Et voilà, il y a une utilité, c'est pas juste on achète un NFT. Non. Alors, à quoi ça sert? Ben, le stockage. Il y a du trading sur le vin. Il y a des gens qui s'amusent à trader, acheter des bouteilles, les revendre dans 10, 15 ans. Sauf que voilà, c'est compliqué, il faut l'envoyer. Ça se trouve, l'investisseur, il est aux États-Unis. Toi, ben, tu es en France. C'est un peu le même schéma qu'aujourd'hui avec l'or. Ben, tu veux faire un échange entre la France et les États-Unis. Ben, l'or, il faut le stocker, ça coûte cher, c'est un beans. Il faut que tu l'envoies par avion. Tu as un NFT. Ben, tiens, prends le NFT, je te le vends, tu vas sur un smart contract, tiens, tu signes ton smart contract, je te donne des Ethers, tu me donnes le NFT, il n'y a plus d'embrouille. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Ouais, on a beaucoup échangé avec Jean sur ce projet-là, Ok. euh, qui est super, super intéressant, qui moi, m'a vraiment, justement, m'a réconcilié avec les NFT un petit peu, parce que j'étais un peu dans le sens, ok, bon, là, il y a des NFT, c'est cool, l'art numérique, comme tu dis, mais vraiment, ça m'a vraiment réconcilié, où je me suis dit: «Ah ouais, c'est vraiment smart, c'est vraiment utile et c'est sûr que ça va plaire». Là, ils sont partis plutôt, je sais pas quelle est la philosophie, derrière, mais en tout cas, j'ai vu qu'ils étaient partis avec, plutôt des projets, assez, «luxueux» entre guillemets, avec, Des choses qui des arrivent. Il y a collections des choses qui très arrivent. Ils ont limitées et cetera. Mais je pense que c'est normal, ça fait partie de la feuille de route, et qu'après ils vont aller sur, bah, voilà, sur, des choses un petit peu plus, accessibles à tout le monde entre retail. guillemets, Ouais. et ils ont raison. C'est une très bonne stratégie, mais j'ai trouvé l'idée géniale. Ouais. Vraiment, Ouais. ouais, vraiment. Même dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, le NFT a beaucoup d'utilité. Bien sûr. Pareil, il y a un projet que je suis pas mal qui est Oxy Origin. J'adore les deux entrepreneurs derrière. C'est un frère et une sœur. Ils sont géniaux. Ils ont une team super. Le NFT dans le jeu vidéo, là, c'est révolutionnaire. Moi, j'ai été un gamer. Purée, quand tu joues à Call of pendant 2 ans sur la version Call of Duty 2 et que d'un coup, tu passes à Call of Duty 3 et tu perds tout et tu dois tout recommencer à zéro, oui, c'est cool. Mais bon, à un moment, tu es aussi un gamer, tu veux montrer que tu es là depuis le début, donne-moi un skin, un truc. Et bien là, le NFT est intéressant. Tu associes un NFT qui a utilité dans Call of Duty 1, dans Call of Duty 2, Call of Duty 3. Enfin, tu peux imaginer tellement de choses. Tu pourrais imaginer même dans un jeu un peu comme dans Pokémon, un Pokémon avec 3 jeux Pokémon distincts, c'est-à-dire un qui est Pokémon, Pokémon Go, où tu vas dans la rue et tu t'amuses à capturer des Pokémon. Du coup, c'est une application qui s'appelle Pokémon Go, par exemple. Tu vas aller capturer des Pokémon un petit peu à droite à gauche. Une deuxième application qui pourrait être Pokémon Clash Royale. Du coup, tous les Pokémon que tu as capturés dans le jeu numéro 1, eh ben, tu vas pouvoir les utiliser et aller attaquer des bases, des tours dans un deuxième jeu vidéo. Et dans un troisième jeu vidéo, je sais pas, c'est un espèce de Battlefield où ton Pokémon il a une arme et tu tapes. C'est tellement, c'est tellement ouf ce que tu peux faire derrière. Aujourd'hui, on est à même pas 1% de ce que le NFT peut réellement faire. Mais par contre, bon, les gens qui disent le NFT c'est nul, non. Vous pouvez dire que les NFT qui sont sortis aujourd'hui, il y en a peu qui sont utiles, mais par contre, la technologie derrière le NFT n'est pas nulle, bien au contraire. Elle est intéressante, il faut la travailler, il faut y réfléchir, mais voilà, il y a des choses à construire, ça va arriver, hein, et moi je le vois, il y a plein de projets qui arrivent et qui se construisent. J'étais à NFT Paris d'ailleurs ce week-end. Voilà, ça arrive petit à petit. Chaque année, on voit des projets un petit peu plus intéressants arriver, des gens testent, des gens essayent. Mais voilà, le jeu vidéo, je pense que quand même, c'est quelque chose qui devrait marcher avec le NFT. Ouais, ouais, ouais. Ouais, puis surtout que le marché enfin, on se rend pas compte, mais le marché du jeu vidéo en termes de volume, Énorme, c'est c'est énorme. c'est juste, Ah oui. c'est juste de la folie. Donc, quand ils vont arriver à en fait faire que ça soit vraiment, user friendly, et que ça soit camouflé, qu'en fait les gens s'en fichent de la blockchain, ils savent juste, comme tu dis, ils peuvent acheter leur skin là et la réutiliser dans un autre jeu, et en fait c'est très facile, et ouais, en fait ils font le même procédé, ils peuvent acheter des choses, des items, mais en fait
ah OK, cet item, mais je peux le balancer, je peux le cross-utiliser, dans un autre jeu, bah, voilà, là, ça va être Non, bingo. Ça va être bingo de toute clairement, façon. clairement. Ouais, Mmh. c'est clair. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur ce thème du bitcoin qui est quand même un thème bien chaud, en ce moment. On en a parlé un petit peu, en off avant de démarrer. Là, il a touché, c'était quoi? Il a touché 64, 64, 64 hein? 000 $. 64. 64 Ouais. 000 $. Donc là, ça bouge bien. Comment tu te sens là par rapport à justement à ce bitcoin à 64 000 $ là? Alors, très excité. Bah, les gens qui me connaissent savent, Bitcoin, c'est quand même quelque chose qui fait partie de moi aujourd'hui. Je suis quelqu'un, dès que je poste une story, je mets toujours un petit Bitcoin dessus, petit cachet pour le clin d'œil. J'adore ça. Enfin, moi, je suis un passionné de la philosophie qu'il y a derrière. Je trouve que Satoshi Nakamoto, c'est du coup le fondateur, pour ceux qui ne savent pas. Enfin, on ne sait même pas si c'est une personne ou un groupe de personnes. Mais voilà, c'est l'entité qui a derrière ce projet. C'est révolutionnaire. Ce qu'il a construit, n'importe qui aurait construit ça, il serait allé sur la scène, il aurait dit c'est moi qui ai fait ça. Il y a même des gens qui ne l'ont pas fait, qui sont allés sur la scène et qui ont dit c'est moi qui ai fait ça. Du coup, déjà, l'histoire de base, elle est dingue. Est-ce que c'est parce que ça se trouve, on ne le sait pas, le gars, il a été tué par le FBI et du coup, c'est aussi peut-être pour ça qu'il n'est pas allé sur la scène. Mais bon, dès le début, on le voit avec les échanges. Il y a encore des échanges de mails là, qui sont tombés récemment. Et dès le début, il disait je ne veux pas me mettre en avant, je ne veux pas que ça se sache. C'est un truc pour le peuple. C'est quelqu'un, voilà, c'est pour le peuple. Et moi, cette philosophie, ça me prend par les tripes. Là, aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est hyper intéressant. Il faut savoir qu'il y a un ETF Bitcoin qui a été validé du coup en début d'année aux États-Unis et que c'est quand même quelque chose d'assez gigantesque. L'ETF, il y a deux positions par rapport à ça, parce qu'on sait qu'il y a eu, à cause des ETF sur l'or, quelques manipulations par des grosses entités, BlackRock, etc. Enfin, il y a eu quelques magouilles par rapport à ça. Certains disent que c'est possible qu'on réitère l'expérience avec Bitcoin, mais de la même façon, c'est quand même, comme j'en discutais avec un ami hier, c'est plus facile, je trouve, demain de dire, écoutez, si on est censé avoir acheté tant de Bitcoin sur l'ETF, donnez-nous juste les deux adresses qui sont censées détenir les ETF, les Bitcoins détenus par les ETF, et c'est public. N'importe qui peut aller sur Internet, il va sur un Explorer, il copie-colle les deux adresses, et ben voilà, il y a tant de Bitcoin, on est censé en avoir tant sur l'ETF, c'est plus clean. Alors que si c'est de l'or, il faut appeler quelqu'un, il faut peser l'or tous ensemble autour de la table. Tu sais bien que le gars, là on parle de millions, de millions, de millions. Ça se trouve, le gars, il a un chèque de 2 millions quand il part. On lui dit, allez, tu rajoutes 2 tonnes. Tu dis qu'il y avait 2 tonnes en plus. Tu ne les as pas vus, mais t'inquiète, ils sont là. Voilà. C'est quand même plus caché. Le Bitcoin, pour ça, c'est quand même plus simple. Alors voilà, ces ETF ont été validés. Il faut savoir que ça fait quand même une bonne dizaine d'années qu'ils essayent de faire passer des dossiers, notamment Grayscale. Et là, d'un coup, ça a été fait janvier. Ça avait commencé à être pricé dès le début, parce que voilà, on s'attendait forcément, si l'ETF est validé, ça veut dire les institutionnels vont commencer à se positionner. Aujourd'hui, ça reste un secteur qui est très retail, même si on a vu dans le bull run précédent quelques grosses entreprises se positionner, comme Tesla, comme SpaceX, bon, qui étaient quand même associés un petit peu à l'écosystème d'Elon Musk. Il y a aussi MicroStrategy avec Michael Saylor. Il y a beaucoup. Ça a commencé, mais ce n'était pas encore, on va dire, toutes les institutions financières qui allaient se positionner sur le Bitcoin. Là, du coup, ça change. Les codes changent. Normalement, on est sur des phases cycliques, avec un cycle qui est pondéré par le halving. Pour faire une petite définition du halving, c'est simplement la division de la récompense issue du minage des blocs par deux. Elle est effectuée tous les 210 000 blocs, soit à peu près tous les 4 ans. Et c'est ce qui permet que le Bitcoin devienne de plus en plus rare et qu'il atteigne du coup sa supply maximale de 21 millions. Au tout début, on minait 50 bitcoins par bloc en 2008. Après, on a connu du coup le premier bull run en 2013. On est passé de 50 bitcoins par bloc à 25. Du coup, on passe de 0 à 135 $. C'est la dinguerie. Quand vous voyez les vidéos à l'époque, vous dites impressionnant cette époque. Après, bon, ça redescend, bear market. Ça repart, division des blocs par deux. On passe de 25 à 12,5. Là, on arrive 2018. 2018, on commence pour la première fois réellement à entendre parler sur les différents médias, même français. Le Bitcoin à 18 000 $, le Bitcoin bat des records. Bon, ça commence. Retour au bear market. Faut que ça vienne à chaque fois. À chaque fois, on dit non, cette fois-ci, c'est le dernier, il n'y en aura pas, il n'y en aura pas. Pour le moment, il n'y a toujours rien. Et là, c'est reparti. Et là, du coup, on redivise les blocs par deux, 12,5, 6,25. Et là, on est parti à 69 000 $ qu'on a tapé en novembre 2021. Reparti, retralala.
ça redescend. Et là, on est sur une phase où ce qui est censé marquer le début entre guillemets, du bull run, c'est le halving. Le halving, il arrive dans 2 mois. Il arrive dans 2 mois en avril prochain. Et on est quasiment en train de visiter la TH. Du coup, c'est quelque chose qui est littéralement extraordinaire. À la fois, ça fait peur parce que du coup, ça ressemble pas du tout à ce qu'on connaît habituellement. C'est quelque chose qui est différent des cycles précédents. Mais bon, tous les cycles ne sont pas exactement pareils. Et aujourd'hui, c'est aussi pour ça que c'est très compliqué de faire des robots de trading sur le Bitcoin parce qu'il manque de données. Il manque de données et pour tester un robot, il y a besoin de beaucoup de données. C'est pour ça qu'on fait des robots généralement sur l'or, sur le pétrole. On a 100 ans, 70 ans de données, voilà, avec des guerres qui arrivent, des crises, 2008, subprime. On voit des choses. Enfin, pour tester un actif, il faut le faire vivre. Il faut le faire vivre, il faut lui mettre 2-3 tartes. Bon, de temps en temps, il faut aussi lui donner des victoires, parce que c'est important, et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais du coup, voilà. Aujourd'hui, on est dans une phase où la crypto-monnaie a une petite hype dans le cercle de la cryptosphère. Mais pour autant, moi, je n'ai pas mon copain qui m'envoie des messages sur Instagram et qui me dit « Oh Marvin, c'est le moment d'acheter du Bitcoin. » Alors que l'année dernière, à 69 000 $, je recevais des messages sur Instagram. Hein. Il y a tout le monde, même dans les bars. Je trouve dans un bar, il n'y a que des experts crypto. Hein. Il n'y a que des experts crypto autour de toi. Les gens, ils ont découvert ça il y a 1 ou 2 ans, mais ils parlent de NFT, ils parlent de blockchain et tout. Ils utilisent des mots, ils ne savent même pas comment ça fonctionne. DeFi et tout. Ils utilisent un petit peu tout le vocabulaire qu'ils ont vu sur les vidéos. Et après, ben voilà, comme d'habitude, ils prennent une tarte, les gens perdent de l'argent, et d'un coup, le Bitcoin, ça ne sert à rien. Là, on est dans une phase où c'est des gros poissons qui se positionnent. C'est des gars qui ont plus, c'est plus des retail. Hein. Là, c'est des gros poissons avec des portefeuilles peut-être à 500 millions, 1 milliard, qui market buy, et aussi des institutions financières qui, grâce à l'ETF, proposent à leurs clients de s'exposer de façon intelligente sur le secteur des crypto-monnaies de 1 à 3% de leur épargne. Voilà, aux États-Unis, il y a quand même une éducation qui est beaucoup plus prononcée sur la finance. Enfin, c'est véridique hein, par rapport aux pensions de retraite. Voilà, les gens savent que s'ils veulent une retraite, ils doivent investir. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est aussi majoritairement pour ça que les marchés financiers américains montent un peu plus que les marchés européens, parce qu'en France, on n'a pas cette philosophie. Voilà, ça ne fonctionne pas comme ça, les retraites en France. On ne va pas donner notre avis politique là-dessus. Mais voilà. Aujourd'hui, on est dans une phase un petit peu bizarre où à la fois, je ne vais pas vous mentir, au bureau, c'est la fête. Tout le monde saute partout et Bitcoin à 64 000, c'est dingue. Hein, on s'y attendait, mais alors pas le moins du monde. Hein, et moi, le premier, hein, moi, je m'y attendais, mais alors pas le moins du monde. Moi, j'étais vraiment en mode, je vais continuer d'acheter. J'ai même des potes qui me disaient à 45 000, écoute, qu'est-ce que tu fais? J'avais des amis à moi ou des parents mes parents qui me disaient, est-ce qu'on achète, on vend? J'étais là, on a triplé depuis le début de l'année. Je ne pense pas que c'est le moment. Enfin, moi, je disais clairement, je ne pense pas que c'est le moment d'acheter là. Pour moi, on est censé avoir une correction. À un moment, ça fonctionne comme ça depuis le début. On est censé avoir une correction tous les 3-4 mois d'au moins 30%. Et puis, c'est normal. Quand un actif, il fait x3, x4, au bout d'un moment, voilà, il faut qu'il corrige. Et c'est totalement naturel. Là, la vérité, c'est que depuis les 20 000, on monte et on monte à la verticale. Et quand est-ce qu'on va s'arrêter? Est-ce que ça va être à 100 000? Est-ce que ça va être ça se trouve, c'est à la fin. Ça se trouve, on a vu le top. 64, c'était top. J'espère pas. J'espère pas quand même parce que bon, on n'a pas eu toute la folie et le folklore qu'il y a eu encore. Moi, c'est quand même que le début. Mais voilà, on est quand même sur une phase particulière. Aujourd'hui, je ne saurais pas dire. Je n'ai pas la boule de cristal. Est-ce que ça va monter? Est-ce que ça va descendre? Je ne le sais pas. Tout ce que je sais, c'est que pour moi, Bitcoin a largement fait ses preuves sur les 10 dernières années. Si quelqu'un veut investir dans la crypto-monnaie, bon, je pense que c'est un actif sur lequel il faut se positionner. Hein. Ça dépend aussi du portefeuille. Quelqu'un qui va investir peut-être 100 €, autant aller se diversifier peut-être sur les altcoins, des investissements peut-être à plus haut risque. Alors, quelqu'un qui va investir 100 000 € et qui ne va pas se positionner sur du Bitcoin, ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça pas smart. Voilà, ça reste quand même un actif qui est volatile. Les gens en banque, tu vas voir ton banquier, aujourd'hui, il te propose du 5-10% par an. Et c'est dingue. Même le gars qui te propose du 10% par an, c'est quand même pas trop mal. Hein. Tu trouves un fonds qui te propose du 10% par an, c'est pas dégueu. Aujourd'hui, le Bitcoin, il est capable de faire un x2 du jour au lendemain. Du coup, voilà, est-ce que vraiment, c'est pas suffisant pour toi? Avec 100 000 €, est-ce que un x2, ça ne te suffit pas? Dans ce cas-là, est-ce que tu es vraiment au bon endroit? Est-ce que c'est vraiment ce que tu cherches? Pour si quelqu'un, bon, s'il met 100 000 € et qu'il a 10 milliards derrière, c'est sûr qu'il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Mais voilà, moi, je pense que le Bitcoin reste quand même un actif aujourd'hui intéressant et qu'il devrait être dans tous les portefeuilles. Pour moi,
Si tu veux investir dans la crypto-monnaie, il faut au minimum s'intéresser à la philosophie qu'il y a derrière Bitcoin. Je veux bien qu'il y a plein de produits qui existent. Hein. Même nous, là, on a lancé une crypto-monnaie récemment, Tada. Dans les bureaux, là, ils sont avec nous, je les vois et c'est génial. Enfin, l'Euphorie, lancer son token, c'est génial. Mais oui, il y a plein de projets géniaux. Il faut bien aussi vous dire que derrière ces crypto-monnaies, il y a des gens qui travaillent, à part Bitcoin, forcément, bon, qui est quand même quelque chose de plus communautaire. Il n'y a pas forcément, il y a pas de patron, du coup, bah, c'est pas pareil. Mais toutes les autres, il y a un CEO, quoi. Il y a un CEO derrière, il y a un visage sur lequel demain, s'il y a un problème, on dira c'était lui. C'était lui qui a fait des bêtises. On l'a connu notamment avec Luna. Hein, et à ce moment-là, bon, la crypto-monnaie, c'est nul. Le jour où Luna s'effondre et que l'UST passe de 1 $ à quelques centimes, là, ça y est, la crypto-monnaie, c'est fini. Derrière, on enchaîne FTX, fermeture des boîtes une par une. Voilà, les cycles sont tous différents. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, avec ces ETF, on a des plus gros poissons qui rentrent. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a pas cet effet d'euphorie où il y a ton boucher qui va te parler de crypto-monnaie, alors que d'habitude, bah, tu vas juste pour acheter ta viande et il te dit salut, comment ça va. Bah, pour moi, aujourd'hui, je continue à aller acheter ma viande chez le boucher et il me dit toujours hello, salut, ça va. Peut-être que le jour où il va me dire t'as vu Bitcoin, Dogecoin, ça va. Là, à ce moment-là, je me poserai des questions. Mais aujourd'hui, on frôle la TH. On est à 5 000 $ de la TH, ce qui est littéralement rien du tout avec un Bitcoin. C'est 8%, c'est rien du tout. Et pour le moment, le commun des mortels ne s'y intéresse pas forcément. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on vit. Ouais, et puis peut-être qu'aussi les gens ont cette mémoire de se dire: «Ah OK, on s'était excité la dernière fois quand c'était à 69 000». Peut-être que les gens sont un peu moins «euphoriques» entre guillemets, les gens qui sont pas dedans, tu vois? Est-ce qu'il y a peut-être ce travail d'éducation qui du coup a été fait et tu vois, ils sont un peu plus sans réserve avant de sauter au plafond, ou parce qu'ils ont toujours la douleur de l'argent qu'ils ont perdu. Ouais, non, mais Ah, c'est tu vois? possible. Hein. Et puis, il faut être conscient. Hein. J'en ai perdu de l'argent aussi. Hein. Ouais, Quand tout le monde en gagne, j'en gagne. Mais aussi, quand tout le monde en ouais, perd, je suis comme tout le monde, j'en perds aussi. Hein. ouais, Faut pas croire. Hein. Il y a des hauts et des ouais, bas, hein, surtout dans ce c'est monde-là. clair. Quand tu montes vite. Et quand tu descends aussi vite. Et c'est le jeu. Et c'est le jeu. Et je pense qu'il faut aussi se détacher de ce côté volatilité, gain monétaire. Et moi c'est ça que j'aime bien dans ce monde-là. Et c'est ça que je dis toujours aux gens que je rencontre et quand je leur parle de crypto-monnaie. Moi, ce qui me passionne et ce qui me donne cet entrain à rester ici et continuer de builder dans ce secteur, c'est quand tu vois les entrepreneurs et que tu leur parles, que ce soit aujourd'hui, bon, certes, aujourd'hui, voilà, on est dans un marché régulé, du coup, c'est un peu plus simple, mais même il y a 5-6 ans en arrière, les gars qui étaient en train de builder les AAV, les Paraswap, tout ce que tu veux, ils te parlent avec des étoiles plein les yeux et ils te disent on va changer le monde. On va changer le monde. Et on te dit il n'y a pas de règles, mais t'en fais pas. On va les construire ensemble, les règles. Et ça, c'est génial. Et rien que d'en parler, j'en ai des frissons. Et même encore à NFT Paris ce week-end, tu rencontres des gens qui sont en train de construire des projets, des jeunes, même à Cryptosphère, je le vois, on a accompagné plein de projets, des gens qui ont levé, les gars, ils avaient 20 ans, 18 ans, ils levaient 5, 10, 20 millions. Tu te dis, mais c'est lunaire. Enfin, à quel moment un gars, il a 18 ans et il va aller voir des ventures et il va leur dire, écoutez, je vais créer un projet, vous savez, vous en faites pas, ça va révolutionner le jeu vidéo et où la finance est centralisée et on a besoin de 20 millions pour réussir. Et les gars, ils sont en face, ils ont 40 ans et ils disent, eh ben, let's go, je vous donne les 20 millions. En vrai, c'est dingue. En vrai, c'est dingue. Mais voilà, c'est ça aussi qui est excitant. C'est l'argent, forcément, ça attire du monde. Et c'est ce qui fait aussi que les gens s'y intéressent. Mais bon, est-ce que les gens sont réticents au fait que, bon, comme tu dis, la dernière fois, à 69, il est redescendu en bas? Je ne sais pas, parce que dans notre secteur, il y a un truc qui s'appelle le FOMO, c'est le Fear of Missing Out. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui pump, les gens, ils sont là et ils se disent, bon, j'ai pas acheté, et je le vois. Là, j'ai 2-3 potes qui me disaient, à qui je dit, quand on était à 45, et je disais, bah, moi, j'achèterai pas, pour le moment, je suis en mode, je vends, parce que moi, je vendais, j'ai acheté tout le long. Du coup, au bout d'un moment, il faut aussi prendre des profits. Et c'est ce gars-là qui est là, aujourd'hui, il le voit à 64 et il dit bah, je vais acheter. Est-ce que c'est la bonne solution? Je ne sais pas. Est-ce que demain, ça se trouve, demain, il sera à 100 000 et tu m'en voudras de t'avoir dit faut pas acheter. Et ça se trouve, demain, il sera à 40 000 et tu me diras bah, la dernière fois, tu m'avais dit qu'il fallait attendre. Du coup, voilà, c'est toujours aussi le petit côté compliqué. Ouais, ouais, c'est comme tu dis, bah, comme tu as très bien dit, il y a personne qui a de boule de cristal. Les investissements, il faut dans tous les cas, c'est quelque chose de personnel. Il faut vraiment bien se poser et avoir une vraie stratégie d'investissement, de se renseigner, de se dire: «OK, quel va être mon plan?»
Et ça, nous, on le répète souvent, c'est-à-dire que dans tous les investissements, tu dois avoir un plan. Et il vaut mieux un mauvais plan que pas de plan du tout. Il vaut mieux se dire, OK, je l'achète ça, j'achète cet actif-là. Si ça monte, OK, où est-ce que j'ai envie de vendre? Si ça descend, quelles sont les pertes que je m'autorise, entre guillemets, et de faire un plan même très simple, hein. Enfin, il n'y a pas besoin de faire de trucs avec des calculs, d'être sur les graphes, etc. C'est juste de se poser un petit peu. En tout cas, je pense que ça vaut le coup pour les personnes qui peut-être n'ont pas encore investi, ou même des personnes qui ont investi et qui n'ont pas forcément de plan. En tout cas, l'investissement, c'est pas quelque chose de magique. Les actifs peuvent être magiques si on parle du Bitcoin. En tout cas, ils peuvent faire des folies. Clairement. Comme on le voit, le Bitcoin, c'est l'actif qui a le mieux performé du Ouais. siècle, hein, si je dis pas de bêtises. Ah oui, clairement. Ouais, Clairement, ouais. c'est la mieux Donc, performé. voilà, c'est quand même c'est comme ça. C'est dingue. Mais c'est bien de se mettre quand même un petit plan avec de se dire, OK, quels sont les différents scénarios qui peuvent arriver? Et moi, en fonction de tel scénario, comment est-ce que je vais réagir? Comment est-ce que je vais faire? En essayant d'enlever un maximum d'émotions. Clairement. Clairement, clairement. Et comme tu dis, tu as raison. Quand tu investis, il faut avoir un plan. Ouais. Mais voilà, au bout d'un moment, quand tu as du capital, c'est aussi cool, des fois, de parier sur des entrepreneurs pour avoir Mmh. ce côté un petit peu advisor où tu vas aller accompagner les projets, les challenger un peu. Vous en êtes où aujourd'hui? Tu leur mets un petit peu des deadlines. Parce que quand tu as investi dans un projet qui n'existe pas encore et qui se construit, l'entrepreneur en face, vu que tu lui as donné de l'argent, il se sent un petit peu redevable. Du coup, il va répondre à ton téléphone, et quand tu lui appelles, quand tu dois un message, il va te répondre. Et au bout d'un moment, si ça marche ou que ça marche pas, et ben, généralement, soit tu as la phase où le gars, il est là, il n'ose plus trop en parler et ça n'a pas marché et c'est la merde et il sait pas trop comment te dire, écoute, on a tout perdu, mais bon, comment ça se passe? Je suis désolé. Et à la fois, des fois, tu as l'entrepreneur qui scale up. Moi, j'ai vu des projets crypto qui sont lancés et qui ont explosé et le gars, il répond plus parce que il est tellement sous l'eau parce qu'il a des calls dans tous les sens. Au bout d'un moment, il t'envoie un message, il dit, écoute, pas te mentir, il y a un Venture, il vient de mettre 400 000 balles dans le truc. Il me demande des rendez-vous et il me demande de rendre des comptes. Toi, tu as peut-être mis 10 000, mais bon, lui, il en a mis 400. Ok, voilà, quoi. Faut aussi faire le côté. Moi, j'aime bien des fois parier sur des entrepreneurs, des gars cool. Voilà, ça, c'est bon, c'est du personnel. C'est plus. Ça Et c'est dépend un de la. profil, c'est des profils aussi, hein, c'est des profils C'est ça. d'investisseurs aussi, hein, c'est Ouais, important. ouais, clairement. Clairement. Je pense qu'il y a des personnes qui sont plus sagétiques, comme tu dis, qui sont un peu plus voilà, dans du feeling, qui vont avoir un peu plus le nez, qui vont dire, ah tiens, là, j'arrive pas forcément à trop l'expliquer, c'est pas forcément le plus rationnel, mais en tout cas, je sens qu'il y a quelque chose. Et à l'inverse, il y a des gens qui sont plutôt très pragmatiques, très dans OK, j'ai une liste à cocher. S'il y a ça, 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 j'y vais. S'il y a que la moitié, peut-être que j'y vais, mais du coup, je divise mon investissement par deux. Ou s'il y a que ça, en fait, j'y vais pas tout simplement. Et c'est des profils et c'est intéressant. Encore une fois, après, on va changer Oui, oui. de sphère, mais c'est intéressant en tout cas pour les personnes qui sont un petit peu dans ce truc de OK, j'ai envie d'investir, etc. De, de commencer à investir, enfin, même avec 10 euros, enfin voilà, Il n'y entre a pas guillemets, de, il y a pas de montant. Et ça aussi, il faut le c'est vrai. défendre, hein. Il n'y a Ouais. pas de montant. Moi, je le vois cette année avec mon petit cousin. Là, j'ai mon petit cousin qui est refait. Ça fait 2 ans. Je lui ai dit, écoute, cousin, tu vas mettre. Il me disait pareil. Ouais, mais j'ai pas beaucoup d'argent. Nanana. Tu vas mettre tes 100 euros par mois, tous les mois. Tu vas venir sur Discoin, tu fais ton DCA, tu achètes 50% BTC, 50% DCA, Ether. Aujourd'hui, il est refait. Là, ce matin, il m'a envoyé, ta cousin, j'ai jamais eu autant d'argent, je suis refait, t'es le meilleur. Et voilà, il n'y a pas de montant parce que le gars qui gagne pas beaucoup d'argent et du coup qui investit peu, pour lui, derrière, il fait son x3 avec son pas beaucoup, pour lui, ça devient beaucoup. C'est ça il faut aussi comprendre. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise somme pour investir. Il faut investir ce qu'on est capable de faire. Et je pense que dans tous les cas, dans notre génération, c'est hyper important d'investir. On le voit, aujourd'hui, l'argent perd de la valeur. L'argent perd de la valeur. Il faut bien comprendre que ce n'est pas les biens immobiliers qui montent, ce n'est pas la finance qui explose, c'est pas le Bitcoin explose un petit peu, mais c'est l'argent qui perd de la valeur. On produit de l'argent tous les jours, il faut forcément qu'il se déverse quelque part. Bon, certes, on va acheter des biens et des services qui sont, entre guillemets, périssables, et au bout d'un moment, il faut bien la stocker, la valeur. Il y a des gens qui sont très malins et qui réussissent à gagner beaucoup d'argent dans ce monde, et eux, ils ne sont pas capables de tout dépenser. Du coup, au bout d'un moment, ils le stockent. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils investissent dans l'immobilier, ils investissent dans la crypto, ils investissent dans les marchés financiers, ils se diversifient. Et c'est ça, je pense, voilà, si on clôture un petit peu sur ce sujet-là, il faut se diversifier. Pas mettre tous ses œufs dans le même panier et il faut apprendre à investir.
Et tu peux commencer avec 10 euros. Et même quand tu commences avec 10 euros, tu t'y intéresseras plus que, voilà, si tu ne mets pas d'argent et que tu commences à regarder quelque chose. C'est comme quand tu entreprends dans quelque chose. On te dit toujours, tu dois mettre une date et tu dois mettre un petit billet. Parce qu'au moins, tu sais que tu es dedans, tu sais que tu as quelque chose à perdre. Tu as dit à tes copains, ça allait tel jour que ça allait commencer. Et de la même façon, tu sais que toi, tu as mis 1000 euros de ta poche. Du coup, si tu perds, tu as quelque chose à perdre. Du coup, voilà, c'est un peu le même schéma. Ouais, tu es plus «engagé» entre guillemets et au moins tu vis la chose, tu vis la chose. OK. Moi, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus, bah, du côté de Descoin, du coup, si tu peux nous en dire plus pour les personnes qui connaissent pas, ce que vous faites, comment est-ce que vous opérez? Quelle est un petit peu, la vision? Et ouais, OK, dans quoi est-ce que vous allez, pour cette année, 2024? Alors, aujourd'hui, Descoin, c'est un broker de crypto-monnaie. Il faut savoir, voilà, il y a deux types de plateformes. Vous allez avoir des exchanges sur lesquels vous allez retrouver des order books. C'est le fameux chandelier japonais avec les barres de trading, les acheteurs en bas et les vendeurs en haut, en rouge et en vert. Le but d'un broker, c'est vraiment d'agréger tous les exchanges disponibles pour permettre aux clients d'obtenir le meilleur prix à l'instant T. Parce qu'il faut savoir que du coup, dans la crypto-monnaie, aujourd'hui, il n'existe pas un prix régulé pour les actifs numériques. À la différence, par exemple, sur les cotations, par exemple, des monnaies où il y a vraiment un prix qui est affiché partout pareil, sur la crypto-monnaie, ce n'est pas le cas. Et du coup, vous pouvez avoir des spreads qui sont appliqués d'une plateforme à l'autre. Et du coup, sur une plateforme A, vous allez voir un Bitcoin à 50. Sur une plateforme B, vous allez avoir un Bitcoin à 51. Et sur une plateforme C, vous allez l'avoir à 45. Et du coup, notre rôle à nous et notre métier, c'est de se dire, OK, le client, il veut acheter 10 000 euros. Ça se trouve, je vais lui acheter 2 000 euros sur la plateforme A, 3 000 euros sur la plateforme B et 5 000 euros sur la plateforme C. Et c'est ça, du coup, notre métier, c'est de faire simplifier le parcours utilisateur pour qu'à la fin, le client il ne se sente pas perdu. Parce que demain, tu te retrouves un petit peu sur un Binance, tu arrives dans ce monde, tu vois les trucs qui montent, qui descendent. Moi, je me rappelle, quand je suis arrivé au début, c'était compliqué. Voilà, l'objectif, c'est de couper ça et de faire tout pour que l'utilisateur se sente en confiance. On est une plateforme qui est française, ça c'est important. On est régulé, on a été quasiment les premiers à obtenir le PSAN. Et on propose notamment un produit qui fonctionne pas trop mal, qui est le bundle. Si vous voulez, c'est de se dire, on prépare des packs de crypto-monnaies. Vous avez un pack débutant avec 50% de BTC et 50% d'Ether. Vous avez par exemple un autre pack qui va être le pack technologique. Sur celui-ci, vous allez retrouver notamment des blockchains, parce que nous, on parie quand même pas mal sur les blockchains. On part du principe où, voilà, un projet qui se construit sur une blockchain, il a peut-être, selon notre avis bien sûr, un peu moins de chances de fonctionner qu'une blockchain qui, elle, va attirer plein de projets qui vont venir construire dessus. Et du coup, ce n'est pas que elle qui crée de la valeur au final, c'est tout ce qui va se construire dessus. Du coup, il a plus de chances de driver des capitaux à droite et à gauche. Et voilà, vous avez aussi, pour la finance décentralisée, un pack dans lequel vous allez pouvoir investir et vous allez splitter votre achat sur plusieurs plateformes de finance décentralisée, AAV, que sur Ethereum, Solana, ce que vous voulez. Et voilà. Et l'idée, comme on en parlait en amont, c'est de faire du DCA. On n'a pas de boule de cristal chez Descoin non plus. Malheureusement, on a essayé de la commander, mais on ne l'a pas trouvé. On l'a, quand on la secoue des fois, il nous fait des flocons de neige, mais ça ne marche pas. Du coup, l'objectif, c'est d'éduquer les gens et de leur dire, vous n'êtes peut-être pas millionnaire, même si vous l'êtes, la meilleure façon de se positionner sur le marché, c'est une stratégie qui a été prouvée depuis des années et qui fonctionne, c'est le DCA. Tu ne sais pas quand est-ce que ça monte, tu ne sais pas quand est-ce que ça descend. Si par contre, tu te dis, quoi qu'il arrive, moi je sais que dans 10 ans, lui ou lui, il aura triplé, quadruplé de valeur ou je ne sais quoi, autant en acheter un petit peu tous les mois, tous les jours, toutes les semaines pour pouvoir justement lisser ton prix d'achat et potentiellement faire une plus-value dans 5 ou 10 ans. Nous, on a des clients des fois qui sont là et qui, il y a 3 ans, qui étaient là et qui investissaient et qui disaient moi, je veux investir pour pouvoir m'acheter une voiture. Moi, je veux investir pour pouvoir payer les études de mon fils. Ça, c'est une bonne façon de le faire parce que tu sais que globalement, tu as 3-4 ans, surtout qu'on a de la chance quand même d'être dans un marché qui vit rapidement. On peut monter rapidement comme on peut descendre rapidement. Bon, c'est le jeu. Mais voilà, il est cyclique. Les périodes, c'est globalement 4 ans, à peu près jusqu'à maintenant, c'est toujours ça. Est-ce que cette année sera différente? On verra bien. Mais tu peux à peu près quand même savoir, voilà, si je commence à investir maintenant, alors que le truc il vient de se faire littéralement
cassé en deux parce qu'il y a telle plateforme qui a fermé, il y a telle plateforme qui a licencié des gens ou telle crypto-monnaie qui s'est effondrée, ce qu'on a vécu littéralement en 2020, fin 2021, début 2022. Tu vois un Bitcoin qui a perdu 70% de sa valeur, bah là oui, commencer un DCA maintenant, c'est très clair que c'est smart. Même aujourd'hui, un client qui est là et qui dit moi, je parie pour ma retraite, commence ton DCA maintenant. Achète du BTC à 69. Tu ne sais pas à combien il sera dans un an, tu ne sais pas combien il sera dans 2 ans, et tu ne sais pas non plus à combien il sera demain. Du coup, voilà. C'est ça l'idée avec Descoin, c'est vraiment de simplifier le parcours utilisateur et bien sûr de faire de l'accompagnement. On a des opérateurs avec lesquels vous pouvez échanger par téléphone. Ça, c'est quand même un petit gage de confiance. Des fois, on a des clients qui sont là, qui sont un peu perdus. Ils nous appellent, ils nous échangent. On a un support quand même très réactif. C'est important pour nous. Parce que, voilà, on veut accompagner nos clients. Et voilà, aujourd'hui, c'est ça Descoin. Et le Descoin de demain, j'ai envie de te dire, hein, c'est un Descoin multiplateforme. L'objectif, c'est quand même de rester sur du retail, c'est-à-dire proposer aux débutants des outils. On ne deviendra jamais un Binance 2.0 parce que voilà, pour nous, ce n'est pas du tout notre cœur de cible. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment éduquer le consommateur. On avait fait des petites formations. On propose du coup du contenu. En ce moment-là, on essaie de lancer des vidéos pour aller à l'encontre des consommateurs, à l'encontre de peut-être possiblement de nos futurs clients. Et voilà, le Descoin de demain, c'est une plateforme simple sur laquelle tu peux acheter encore plus de crypto-monnaies et de façon encore plus simple. C'est vraiment simplifier le parcours UX, que ce soit déposer de l'euro, faire ton compte, créer ton compte, valider ton compte en 2 minutes. Voilà, c'est ça nos objectifs. Aujourd'hui, on s'en sort pas trop mal. Notre nouvelle plateforme, globalement, elle est sortie en début d'année dernière, en mai. Il faut savoir qu'avant ça, on avait un Descoin qu'on appelait, chez nous, en interne, la V0, qui était plus complexe à opérer. Hein. C'était bon, on avait des tableaux Excel, on avait quand même ce côté compliance qui était obligatoire, on validait les comptes sur la plateforme, etc. Mais c'était pas autant automatisé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un solde d'euros. Les clients peuvent avoir un solde d'euros qui avait été demandé depuis le début, ce qui est logique. Tu as besoin d'avoir de l'euro sur ton compte parce que demain, le Bitcoin, il descend. Tu n'as peut-être pas le temps de faire un virement instant parce qu'il faut qu'il y ait un opérateur qui soit connecté et qui valide ton achat. Parce qu'à l'époque, ça se passait comme ça. À l'époque, tu avais une référence, tu envoyais un virement et du coup, il fallait qu'un opérateur valide ton achat. Aujourd'hui, le consommateur, il est libre. Il dépose de l'euro et il s'amuse, il échange. Et à un moment, le Bitcoin, il est à 64, il décide d'échanger contre des stablecoins, par exemple de l'USDT ou de l'USDC. Il est libre de le faire tout seul. Il n'a pas besoin d'interagir avec un opérateur. Il en a la possibilité. On a des clients, notamment des pros surtout, hein, qui viennent nous voir. Parce qu'on travaille aussi avec des professionnels qui lèvent des fonds en crypto. Et du coup, là, généralement, on va opérer du off-ramp pour eux. C'est aussi comme ça qu'on se rémunère, hein, sur des gros montants, sur des gros volumes. Parce que nous, ce qu'on cherche quand même, c'est de faire des gros volumes. Parce que, voilà, avec 1,5% de frais, faut quand même en faire des transactions pour gagner de l'argent, parce qu'il faut payer tous les salaires à la fin du mois. Du coup, voilà. Aujourd'hui, Descoin, c'est ça. Et Descoin de demain, moi, j'espère que c'est une boîte qui est valorisée 500 millions de dollars. Et pourquoi pas être acheté par un Américain, on verra bien. Bah ouais. En tout cas, il y a le savoir-faire en tout cas savoir-faire français qui est bien. La team est motivée. Et justement, je reviens sur cet aspect un peu éducation, dans le sens où, voilà, comme tu dis, il y a des vidéos qui sont en train d'être sorties, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place. Aujourd'hui, quelle est toi ta vision? Quels seraient un petit peu les leviers qui feraient, alors à part un Bitcoin à 100 000, mais qui pourraient faire que le retail, principalement, on ne va pas parler des pros, mais plutôt les retail, s'intéresse plus et mettre encore plus la main à la pâte. Donc ça passe par, je pense que ça c'est ultra intéressant, comme tu dis, des plateformes simples, des expériences utilisateurs qui sont simples, pas compliqué. En fait, tout est maquillé entre guillemets. Les gens, ils ont l'impression, comme s'ils achetaient sur Amazon entre guillemets. Ils achètent des cryptos. Ça, c'est clair que pour moi, c'est évident. Et si on veut aller dans l'étape d'avant, avant qu'ils arrivent sur une plateforme comme ça, quels sont un petit peu les leviers qu'on peut utiliser pour toi, pour donner encore plus envie aux gens de s'y mettre? Premièrement, déjà, c'est le temps et l'expérience. Moi, ma mère, il y a 10 ans, elle n'achetait pas sur Amazon et il fallait surtout pas mettre sa carte bleue sur Internet parce qu'elle allait se faire pirater et que c'était compliqué. Du coup, au bout d'un moment, quand tu vois des gens qui le font et qui s'en sortent pas trop mal et qui réussissent à avoir des trucs que toi, tu n'arrives pas à avoir en magasin en 24 heures, tu te poses des questions et tu te dis, je réfléchis peut-être pas de la bonne façon. Ça, c'est déjà, je pense, la première étape, c'est le temps. C'est le temps qui donne aussi du concret et de la valeur aux choses.
Dans une deuxième étape, l'éducation. L'éducation, c'est très important. Quelqu'un qui, je pense qu'il faut d'abord comprendre avant d'investir, et ça vraiment, ça c'est aussi important. Il ne faut pas d'un coup, parce que ton copain il a dit qu'il a acheté du Dogecoin, aller FOMO et dire moi aussi je vais acheter du Dogecoin et let's go, je commence l'aventure. Non, je pense que l'éducation c'est important. Il faut éduquer la communauté et c'est voilà, c'est des formations dans les écoles. Dans les écoles, il y a encore pas assez de, de, de cours sur la crypto-monnaie, alors que c'est quand même aujourd'hui un secteur qui est en pleine expansion. On le voit dans les jeux vidéo et tout. Il y a des écoles qui se construisent dans les jeux vidéo. On voit des écoles apparaître aujourd'hui dans la blockchain et les crypto-monnaies, à l'IRA par exemple. Enfin, ça se développe et ça arrive. Et la troisième étape, je pense vraiment que c'est l'UX et simplifier au maximum l'expérience pour l'utilisateur final. Quand je dis ça, je m'explique. Quand on utilise un téléphone aujourd'hui, il y a une technologie derrière un smartphone qui est monstrueuse. Que ce soit en termes de code, que ce soit en termes de les composants qui ont été fabriqués et inventés pour développer ce smartphone. La vérité, c'est que le consommateur, il ne s'en rend pas compte. Lui, ce qu'il voit, c'est une application contact, il clique dessus, il clique sur un de ses contacts, et bam, il se retrouve au téléphone avec lui, et il peut lui parler. Il ne voit pas toute la complexité qu'il y a eu derrière, parce que la vérité, c'est que tu as appelé je ne sais pas combien de lignes de code, tu t'es connecté à 3 antennes qui ont relié à tel et tel poste, et du coup, tu as réussi à avoir ton pote. Aujourd'hui, dans la crypto-monnaie, il y a encore des phases qu'il va falloir résoudre. Par exemple, les fameux 24 mots qu'il faut conserver, ça, c'est quelque chose de… Voilà, tout le monde n'est pas encore prêt à se dire « je suis maître de mon argent ». Et la vérité, c'est que tu n'es pas à l'abri demain d'avoir Alzheimer. Du coup, comment ça se passe? Alors, est-ce que ce qui va aussi permettre l'adoption, c'est une nouvelle forme de portefeuille qui arrive, hein. Il y a des solutions aujourd'hui qui existent. Hein. On voit des solutions avec des KYC ou il y a pas mal de solutions qui se développent. Ça va dans le bon sens. Mais ça, c'est important aussi. Ça, c'est important de te dire, voilà, ben, demain, tu perds tes 24 mots, ben, c'est pas grave parce que tu as une solution de backup, tu as des entreprises spécialisées, tu as fait un KYC, il y en a un, il a 6 mots, l'autre, il en a 6 aussi, et ton grand-père, il en a 12. Et bon, ton grand-père, sa maison, elle brûle, comment ça se passe? Ah bah, ça va parce que lui, il a une backup et du coup, on va pouvoir s'en sortir. Mais ça commence à arriver, hein. Il y a des schémas qui se construisent et je le vois même nous avec des prestataires en tant que professionnels. Vous vous doutez bien que ça, c'est les prestataires avec lesquels on travaille, ils sont sélectionnés aussi pour ça et pour ce système de backup qui est important. Nous, aujourd'hui, on travaille avec Fireblock, qui est une tech littéralement incroyable. Et c'est vrai que le système de backup est extraordinairement bien fait. Vraiment, voilà, il faut être plusieurs personnes, bah forcément, peut-être vous allez être 15. Vous allez sur les 15, chacun va avoir 2 parties du code. Et du coup, bah, tu te rends compte qu'il en faut que 4 sur les 15 peut-être pour récupérer à la fin ta clé. Ça, c'est la solution de demain. Et ça commence déjà à exister parce que vous pouvez recover maintenant des wallets, par exemple, avec d'autres wallets. Imaginons que vous avez vos 2 meilleurs amis qui ont des wallets, je ne sais pas, hein, sur MetaMask ou quoi que ce soit. Et ben les deux, s'ils signent, ils vont pouvoir vous permettre de restaurer le vôtre. Du coup, c'est encore une autre façon de restaurer un wallet. Ça, c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, ce qui les bloque, c'est ça. Parce que nous, c'est ce qu'on nous demande souvent. Hein. Comment ça se passe, la conservation, comment vous opérez. Est-ce que c'est moi qui dois sauvegarder les 24 mots? Parce que ça, je pense qu'il y a eu tellement de mauvaise éducation par les médias là-dessus que les gens ils se disent je vais acheter du Bitcoin, je vais le perdre. Il y en a des fois, ils arrivent, ils sont des coins, ils achètent 100 € et ils nous disent je comprends pas, on m'a pas donné 24 mots, comment ça se passe, je les trouve où? Mais non, en fait, il faut savoir que c'est pas toi qui les stocke. Quand tu passes par une plateforme centralisée, c'est la plateforme centralisée qui est entre guillemets responsable de tes crypto-monnaies. À la différence que demain, si tu souhaites partir de la plateforme et je sais pas, acheter une Ledger ou ouvrir un MetaMask, là par contre, copain, tu as appris à conduire, tu te débrouilles. Quoi. Si demain tu perds ton portefeuille, c'est ton problème. Et voilà. Du coup, il y a plusieurs étapes, je pense, pour y arriver. On avance petit à petit sur tous les piliers que j'ai dit. Je vois de l'évolution. Hein, vous doutez bien que le Marvin qui arrivait il y a 10 ans, avec, voilà, il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, oui, il y a eu clairement une évolution. Il n'y a eu même pas une marche qui a été montée. C'est 3 escaliers, on est au 3e étage. Jusqu'où on va aller, voilà, je pense qu'il y a encore quand même pas mal d'étapes à passer, mais ça avance. Et plus il y aura de l'adoption, plus il y aura des entrepreneurs dans le secteur, plus il y aura des gens qui voudront construire, et plus il y aura des gens qui trouveront des solutions. Et c'est aussi le monde
de l'entrepreneuriat. Le business, ça fonctionne comme ça. Il faut des problématiques pour qu'il y ait des business qui se créent. Et s'il n'y a plus de problématiques, bah, ça veut dire qu'il n'y a plus de business. Ouais, ouais, 100%. Ouais, 100%. 100%. Et le temps, c'est vrai que c'est un allié, comme tu dis, qui va faire en sorte que petit à petit, les gens vont s'y mettre et voir de plus en plus de gens qui arrivent. Euh, et justement, on voit aussi la bonne chose des réseaux sociaux que je vois avec notamment les TikTok, YouTube, etc., c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se mettent à parler de ces thèmes-là aussi, qui se mettent à avoir du coup de l'impact sur des personnes qui, euh, à la base, ne connaissaient rien du tout et prennent le temps d'éduquer les gens, de leur en parler avec des mots simples, avec justement l'idée de dire, OK, je vais jamais parler en gros, même le mot blockchain, entre guillemets, je vais le dire, mais enfin, vite fait, je veux vraiment juste simplifier tous les concepts pour que, j'ai pas besoin, en fait, Ouais. pour que les gens, en fait, ils aient pas besoin d'avoir un dictionnaire, entre guillemets, le jargon du Web3 pour me comprendre. Il y a de plus en plus de gens qui font cet effort-là et qui sont un bon tremplin, justement, pour les personnes lambda qui se disent: «Tiens, ça a l'air cool, ces cryptos, et cetera», ou pas, en fait, ou juste qui tombent dessus parce que, il y a l'algorithme et cetera. Donc ça, en tout cas, c'est des choses qui font du bien à l'écosystème, quoi. Pour moi, alors, je suis 100% d'accord. Internet, ça a été révolutionnaire pour l'accès à l'information, hein. Ça, moi, je le vois avec mes parents par rapport à eux, l'accès qu'ils avaient à la connaissance. Il fallait aller dans une bibliothèque, ouvrir un livre, le lire. Si tu n'aimes pas lire, moi, je sais que la lecture, bon, plus je grandis et plus je lis et plus je m'y intéresse, mais bon, au début, c'était pas ça, hein. Au début, c'est pas comme ça que j'allais m'éduquer. Du coup, c'est vrai que YouTube, pour ça a été hyper enrichissant. J'ai découvert des youtubeurs très pros, des gars comme Owen, hein, qui m'ont appris à l'époque beaucoup de choses et qui m'ont poussé à m'intéresser à ce secteur. Il y a plein de gens qui font ça très, très bien, mais il faut quand même aussi avoir le recul de se dire n'importe qui peut faire des vidéos. N'importe qui peut faire des vidéos. Moi, je le sais, hein, il y a des youtubeurs, voilà, des fois, qui font des choses, je pense, hein, pas bien. On ne peut pas donner de nom, ça ne sert à rien. Mais il y en a voilà, qui vont parler de projets derrière lesquels ils ont investi. Et est-ce qu'ils en parlent parce qu'ils ont investi ou est-ce qu'ils en parlent parce que le projet il est bien? Parce que là, ça c'est une question aussi, hein. C'est important quand vous entendez un influenceur qui vous parle d'un projet. On l'avait notamment vu à l'époque de l'hype. Vous aviez des gars à Dubaï de télé-réalité et on l'a vu notamment avec les NFT surtout. On a vu avec les NFT de gars de Dubaï qui n'avaient rien à voir avec la crypto et qui d'un coup devenaient influenceurs crypto et qui te disaient ah ouais, cette collection-là, To the Moon, faut acheter, dans 3 mois, ça va faire x10. Bonjour, t'es qui? C'est quoi ton background? Qu'est-ce que tu as fait dans la crypto-monnaie pour savoir ça? T'inquiète, je fais de la télé-réalité, on m'a pas. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Voilà, je pense qu'il faut prendre du recul. Ça a du bon et du mauvais, beaucoup plus de bon que de mauvais, c'est sûr. Mais ça, voilà, c'est aussi le consommateur qui doit s'éduquer. On en revient toujours au même, hein. C'est l'éducation. Je pense qu'il faut se faire avoir. Il faut se faire avoir. J'ai été le premier à me faire avoir. Pour vous donner un ordre d'idée, bon, on ne va pas parler de chiffres, mais je me suis fait arnaquer par des robots de trading. J'ai partie de ces gens-là qui, à un moment, je gagnais très bien la vie. C'était en bull run, c'était en 2021. J'avais gagné beaucoup d'argent. Et je me suis dit, ça, c'est sûr que en fait, tu es attiré par la l'appât du gain. Et à un moment, quand tu gagnes beaucoup d'argent, tu te dis, je suis le roi du monde. Et vraiment, ça arrivera, je pense, à toute personne, surtout dans l'investissement. Parce que autant quand tu es entrepreneur et que tu construis, je pense que tu as des étapes, enfin, je le vois, il y a des étapes. Du coup, c'est pas d'un coup, tu montes, tu passes de 0 à 500 000, ça ne fonctionne pas comme ça. Ou du moins, c'est vraiment que tu as scale up un business, que tu as trouvé une niche et que, bon, dans ce cas-là, cousin, continue de bosser parce que tu as la pépite. Mais dans l'investissement, c'est possible, surtout dans la crypto-monnaie. J'ai connu plein de gars qui sont sortis de nulle part. Voilà, ils ont acheté des crypto-monnaies, ils sont au bon endroit au bon moment. Le gars, il fait un x100 et il a l'impression qu'il a tout compris. Alors que non, en fait, c'est la vérité, c'est il était au bon endroit au bon moment, il a eu de la chance. La chance, je suis d'accord, ça se crée. À un moment, il faut quand même aussi poser sur la table, pour ne pas dire le terme, et investir, parce que tu peux perdre, tu peux gagner, mais tu peux perdre aussi. Et de la même façon, si tu fais ton poisson, est-ce que ça veut dire que tu es l'homme le plus intelligent du monde? Non. Par contre, tu peux avoir la mentalité à ce moment-là où tu as pris tes 100 000 euros de te dire c'est bon, j'ai tout compris, tu appelles tes parents, t'inquiète, papa, ça va bien se passer, je vais vous mettre à l'abri. Je parle par expérience, parce que j'ai quand même vécu un petit peu ce truc-là.
Et bam, d'un coup, tu trouves le truc, 15% par mois, tu te dis, bah allez, tu as des potes à toi qui le font. Parce que c'est souvent ça, en fait. Tu as des potes à toi qui te le font, tu en as un qui t'en parle, tu te dis, non, c'est de l'arnaque. Tu en as un deuxième qui t'en parle, c'est de l'arnaque. Et là, il y en a un troisième, un quatrième, un cinquième. Et tu te dis, bah, ils font tout ça et ça marche. Pourquoi moi, je ne vais pas le faire? Et toi, tu le fais. Et un mois après, ça ferme. Ça ferme parce que c'est la fin de la crypto-monnaie. Du coup, il n'y a plus d'argent qui coule partout. Et du coup, bah, tu te retrouves à avoir beaucoup d'argent sur la plateforme. Et en fait, tu te rends compte que bah, tu es dans un Ponzi et que tu ne reverras jamais ton argent. Et voilà. Et je pense qu'il faut le vivre. Il faut le vivre et que vous perdiez 100 euros, 1000 euros, 100 ou 1 million. Il faut vous dire que peut-être qu'à ce moment-là, c'est mieux de les avoir perdus comme ça parce que quand vous serez peut-être millionnaire, je le souhaite à tout le monde, à ce moment-là, vous saurez qu'il ne faudra pas mettre 1 million là-bas et qu'il faudra réfléchir à 2 fois avant de trouver la plateforme. C'est qui les propriétaires? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Comment le business ça fonctionne? Est-ce que c'est réellement possible d'obtenir 15% de rendement par mois sans rien faire? Parce que dans le fond, il y a des solutions aujourd'hui, mais il faut avoir beaucoup, beaucoup de capital et surtout beaucoup de relations. C'est vrai que forcément, quand tu as 10 milliards sur le compte en banque, tu n'as pas accès aux mêmes investissements que le commun des mortels, qui est au Crédit Mutuel ou à la Banque Populaire ou je ne sais où, qui va dire à son banquier écoutez, je vais investir, qu'est-ce que vous me conseillez? C'est aussi normal. Mais voilà, je pense qu'il y a des moments aussi pour faire des erreurs et c'est tout à fait normal et ça fait partie du process. Moi, vraiment, je fais partie de ces gens qui disent faut tomber, c'est pas grave. Mais par contre, relève-toi et c'est pas parce que tu es tombé que tu n'y arriveras pas. Et voilà, mais votre famille, des fois, elle va vous dire c'est pas bien ou c'est ça. La famille, c'est difficile des fois. Les rapports avec l'argent, la famille, tu gagnes, tu perds. Et quand tu gagnes, c'est génial. Mais quand tu perds, tu as tout perdu. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais Ouais. maintenant? Et, voilà, faut quand même se détacher. Il faut aussi parler à des gens qui sont, je pense, ça le secret, hein, qui sont dans votre cercle et qui comprennent ce que vous vivez. Parce que c'est quand même important quand même d'avoir le point de vue de gens extérieurs, mais aussi surtout de gens qui comprennent ce que vous vivez et comment ça se passe et pourquoi vous avez pris telle décision et pas une autre, pour avoir réellement voilà, une opinion qui est peut-être plus logique. Moi, je sais qu'à ce Ouais. moment-là, je n'étais pas bien. Vraiment, tu es là. Tu parlais de l'argent dans la crypto-monnaie. Il y a ça qui arrive qui me fait perdre, je pense, à ce moment-là, un bon 25% de mon portefeuille, ce qui est énorme. Ce qui est énorme d'un coup. Et c'est d'un coup. Hein, surtout que pour moi, c'était de l'argent qui était déjà sécurisé parce que j'avais vendu pour des stablecoins. Du coup, j'avais déjà fait l'affaire. J'avais vendu en haut Bitcoin à 63, 64 000 au valeur d'aujourd'hui. J'avais sécurisé les stables et je me suis dit, go les faire travailler. Go les faire Ouais. travailler. Moi, je partais voyager pendant 1 an en Amérique latine parce que je profitais, je travaillais un petit peu à distance. Je voulais profiter un petit peu de la vie. Je me suis dit, c'est parfait, ça va me sortir un peu d'argent tous les mois, nickel, j'aurai rien à faire. Voilà, elle n'a pas du gain, elle n'a pas du gain. Et derrière, Ouais. voilà, tu prends ta tarte et c'est pas grave, tu recommences. Mais ouais, mais c'est une belle, enfin, c'est une belle façon de rebondir en se disant, au mieux que je le fasse avec les montants, même qui peuvent être élevés, que je le fais quand j'aurai un portefeuille qui soit 10 fois plus grand. En tout cas, c'est une bonne philosophie pour rebondir et se dire, OK, keep going, ça va bien se passer Ouais, et let's go, quoi. Et, ouais, euh, et je reviens sur un truc ultra important que tu as dit qui me parle beaucoup et je suis sûr que Jean aussi, c'est la notion d'environnement et c'est l'importance de l'environnement en tant qu'entrepreneur, du coup. Parce qu'entreprendre, aujourd'hui, c'est un peu à la mode, et cetera, entreprendre et tout machin. Mais je pense que c'est un vrai état d'esprit. Je pense que c'est un vrai état d'esprit et de se mettre avec des gens qui ont cette vision, ne veulent pas se conformer à faire, avoir entre guillemets, une vie un peu comme tous les autres, enfin qui veulent enfin pas une vie dans la moyenne et c'est pas forcément péjoratif dans ma bouche, c'est ils juste veulent de se avoir dire la tête. En fait, ils veulent se dire je vais pouvoir être à Dubaï, faire ce que je veux et demain être libre et pouvoir faire. C'est ça aussi le rêve de l'entrepreneur. Ça reste quand même à la base, quand même ce gain monétaire et cette sécurité de se dire demain, tu appelles ton père et tu lui dis écoute, père, ouais, démissionne. ouais, Aujourd'hui, tu vas rouler en Ferrari, ça va bien se passer. Tu veux partir où? En Californie ou en ouais, Australie? Je te paye le billet d'avion, je te prends un hôtel 5 étoiles et arrête. Parce que la vie, il faut aussi en profiter. C'est bien beau de travailler, c'est bien beau de kiffer, mais mmh. derrière, on est aussi pour prendre du plaisir. Et tu es content quand tu pars en vacances avec tes potes, que tu t'amuses. Moi, j'adore le travail. Je suis quelqu'un, je pense que c'est ça aussi qui fait ma force. J'adore ça. Moi, j'ai pas l'impression de travailler. Je travaille du lundi au dimanche. Et des fois, je me rends compte, parce que récemment, là, j'ai eu peur de poser 3 questions. Tu appelles un téléphone le vendredi soir et tu appelles des potes et tu te rends compte que tout le monde est en soirée.
te rends compte que tous Ouais. les gars qui ne parlent pas depuis 3 ans, en fait, ils sont tous en soirée, c'est pour ça qu'ils ne te répondent pas. Et tu te dis, mais je suis un extraterrestre, en fait. Je suis là, et moi, je suis là, et je suis perdu au fin fond de Metz, je fais jamais la fête, et je travaille, et je suis heureux. Et c'est quoi ce problème? Est-ce que je réfléchis bien? Parce que tu te poses des questions aussi. Ouais, ouais, c'est clair. Mais voilà, il faut travailler. Mais de la même façon, quand tu travailles, il faut aussi savoir faire une pause, Ouais, profiter et partir avec tes copains, voilà, en vacances. Parce que les gros entrepreneurs, on a souvent quand même ce décalage où les gens ils idéalisent par exemple un Elon Musk ou un Mark Zuckerberg ou n'importe quel gros personnage. Il faut savoir que ces personnes-là, quand ils se réveillent le matin, mais même moi, j'aimerais pas être à leur place, hein. Enfin, ils dorment pas la nuit, ils doivent avoir des problèmes plein la tête, ils ont des milliers de gars qui comptent sur eux. Et c'est pas, même nous, des fois, tu es là, tu te dis, il y a 5-10 gars qui travaillent avec toi, demain la boîte elle ferme, ben, il y en a, ils ont des gosses, il y en a, ils doivent payer un loyer, qu'est-ce qui se passe, quoi? Ok, bon, on a de la chance, on est en France, du coup, ces gens-là, ils sont quand même sécurisés. Mais eux, c'est des Américains, hein. La boîte elle ferme, les gosses se retrouvent à la porte demain, et ben, il n'y a plus à manger sur la table, hein. Du coup, bah, faut le supporter, ça, hein. Et je pense que c'est aussi ça la résilience de l'entrepreneur, c'est cette capacité à affronter des problèmes et à faire que, il y a un moment, il y a un problème que tu as vécu, tu as réussi à passer un step, et du coup, à chaque fois que celui-là il va revenir, problème, bah pour toi, ça va être normal. Et moi, je le vois souvent avec des potes, quand il y a des potes qui montent des boîtes ou qui essayent des trucs, pour eux, des choses qu'ils considèrent comme des problèmes, ben moi, pour moi, ça l'est plus, quoi. Pour moi, c'est du quotidien. Du coup, à un moment, c'est pas ça. Du coup, ton échelle de problème, elle monte. Et je le vois par parce que je côtoie aussi des gens qui sont bien meilleurs que moi et qui ont excellé. Je prends un Owen qui est aussi bien meilleur que moi. Et on n'a pas les mêmes problèmes non plus. Le gars, voilà, il faut savoir aussi se comparer à qui tu peux te comparer. Et voilà, viser haut, travailler et profiter aussi de la vie, quoi. À chaque niveau, quand tu montes, ils disent que tu as à chaque fois, tu as les problèmes qui sont corrélés. Et c'est pour ça que les gens qui sont, millionnaires du jour au lendemain, grâce au loto ou quoi, en fait, Ouais. ils se retrouvent ils étaient dans une vie de niveau 1 à une vie de niveau 10 entre guillemets, mais du coup, ils ont aussi tous les problèmes du niveau Ouais, de 10, mais ils sont de pas ouf. passés par le 2, 3, Et 4, tout 5, ça, 6. ouais. Et du coup, c'est là que tu dis: «Bah, en fait, waouh, tout d'un coup, j'ai un niveau de» ouais, c'est vraiment ça, c'est OK, quel niveau de vie je veux, mais le niveau de vie va avec le niveau de problèmes qu'on a au quotidien. Je suis Mais de assez la d'accord avec même ça. façon, ça se trouve que le gars qui est à l'échelle 1 des problèmes, il va vivre le problème bien plus mal que le gars qui est à l'échelle Ouais. 10 et qui est en train de vivre un problème. Et ça, c'est aussi Mmh. difficile à comprendre pour le gars qui est à l'échelle 10. Parce que le gars qui est à l'échelle 10, il voit le gars en bas, il se dit: «Oh cousin, celui-là, je l'ai passé Ouais, 100 fois, qu'est-ce que tu fais?» ouais, Mais en fait, ça se trouve, lui, il va galérer pour l'échelle 1. Par contre, il va péter la 2, 3, 4, 5 et 6. Et il va se retrouver d'un coup au 10 et il va comprendre d'un coup que ah, ben, les problèmes, ça fait partie de la vie. Du coup, voilà, ouais, il c'est clair. faut savoir aussi s'adapter à tout type de profil. Ouais, ouais, c'est clair. Non, mais super, super intéressant parce que, on aime bien en tout cas en discuter sur le podcast parce que la majorité des personnes, c'est quand même des entrepreneurs, des gens qui, bah, comme on a dit, veulent plus. Comme tu dis, veulent plus de la vie, veulent plus de sensations, sont capables de donner plus pour avoir plus, enfin voilà, c'est en fait, c'est juste plus quoi, plus, plus, plus. Alors je sais pas si, c'est la base, c'est l'énergie et c'est d'être un peu hyperactif et de vouloir de pas se contenter. Je sais pas s'il y a ça, si j'ai l'impression que tu as aussi beaucoup d'énergie en tout cas. Ouais, ça, on me le dit souvent. Un On petit me le peu. dit souvent. Ça, c'est vrai que l'énergie, c'est pas ce qui me manque. Et je pense que c'est important. Et puis, même, moi, j'aime bien arriver, et je le vois tout de suite. Parce que des fois, bon, moi, je suis humain, hein, je fais la gueule de temps en temps aussi, et je déprime. Mais c'est vrai que c'est pas souvent. C'est vrai que c'est pas souvent. Je suis quelqu'un qui arrive au bureau, je dis bonjour à tout le monde, j'ai toujours le sourire, j'aime bien faire des blagues, j'aime bien jouer un petit peu avec tout le monde. C'est vrai que le jour où j'arrive au bureau, ça doit m'arriver 2, 3 fois dans l'année, où je fais la gueule, les gens, ils viennent me le voir, quoi. Ils me disent, ça va, Ouais, bien. ouais. Voilà, moi j'aime bien être dans un environnement où tout le monde est content, tout le monde est heureux. Mmh. Pour moi, voilà, j'aime bien quand je gagnais de l'argent, mais surtout, j'aime bien gagner de l'argent avec mes amis. Moi, pour moi, les gens qui travaillent avec moi, il faut qu'ils gagnent de l'argent aussi, parce que voilà, si je suis tout seul à gagner de l'argent, c'est pas drôle. À un moment, bah, c'est pas pour ça que Ouais, je suis là. C'est là, j'enferme dans ma chambre, je fais des vidéos, je lance un truc, et voilà, et je reste enfermé, et je fais mes millions dans ma chambre. Et dans ce cas-là, il n'y a plus d'aventure humaine. Quand tu prends le choix, je pense, de prendre une aventure humaine,
faut accompagner les gens qui sont avec toi parce qu'il y en a qui n'ont pas le même niveau et de la même façon, eux, ils vont t'apprendre des choses que toi, tu n'avais peut-être pas conscience. Même à leur niveau, peut-être ils ont moins d'argent que toi, ils en gagnent peut-être moins que toi, mais par contre, ils ont eu d'autres expériences dans la vie qui font que, putain, écoute ce qu'il a à te dire, le gars en face de toi, écoute-le. Ça, plus je grandis et plus je me rends compte. Plus je me rends compte qu'au final, chacun à son échelle a quelque chose à t'apporter. Ça, c'est vrai que 100%. c'est dur à comprendre. Même le gars qui te l'a fait à l'envers il y a 4 ans et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Ce gars-là, il a peut-être quelque chose à t'apporter. Et ça, c'est dur à accepter. Je pense que c'est vraiment c'est difficile, surtout quand voilà, tu t'es fait avoir par X ou Y, pour X ou Y raison. Prendre sa fierté et le mettre dans sa poche, des fois, c'est pas facile. Des fois, c'est pas facile. Et aller derrière le rocher, derrière le rocher, elle se trouve après la pluie, il y a le beau temps. Et voilà, c'est comme ça. Et il faut accepter. 100%. On a toujours quelque chose à apprendre, en tout cas, de toutes les personnes qu'on rencontre. Ça, c'est une philosophie que je partage aussi. Il y a toujours des choses à apprendre. Toujours à apprendre. Un mot, une phrase, une idée. Il y a toujours quelque chose à apprendre si on est attentif. Si on est attentif aux signes. Et c'est pour ça que c'est bien de se mettre dans un mood d'observateur et d'éternel étudiant, entre guillemets, de dire, OK, en fait, je sais rien, quoi. Plus j'en apprends et plus je me rends compte que je sais rien. Donc, OK, apprenons. Totalement. On va apprendre en permanence. Ouais, vraiment. Je pense que c'est une clé aussi de. Ouais, c'est Et une tu clé le vois avec beaucoup de parents. aussi appliquer, mais il faut apprendre aussi, quoi. Tu le vois avec beaucoup de parents. Il y a un moment, des seniors, ils pensent qu'ils savent tout. Et tu le vois même dans notre écosystème, puisque c'est vrai que dans notre écosystème, les gens qui nous rejoignent et qui sont bons, c'est pas les gars de 60 ans, quoi. Alors, dans tous les codes du travail, souvent, le gars qui est excellent, c'est le gars qui a 50 ans et qui a de la bouteille, qui a travaillé dans telle et telle boîte. Nous, ce qui est dingue dans notre écosystème, c'est le gars qui est bon, c'est l'étudiant qui a du temps et qui a allé faire ses recherches tout seul dans sa chambre derrière son ordinateur. Le gars, il a 18, 19, 20 ans. Par contre, il connaît tout sur le bout des doigts. Il n'a peut-être pas l'expérience pro. Il n'a pas l'expérience. Mais c'est bien. Mais voilà, moi, j'en connais plein, des parents qui sont là. Il est dans les communautés Discord, il fait des airdrops, il est là, t'es là, mais ah ouais, il te dit, mais si, ils ont dit ça dans cette commu, ça a bougé, tu vas voir. Ah ouais, il y a eu ce airdrop là, c'est tombé. Ouais. Non, mais c'est ça. Non, il faut toujours apprendre. Et je pense que le jour où tu dis j'ai tout compris, c'est le jour où ça s'arrête. C'est le pire jour. Le parcours, il s'arrête. Et là, je pense que voilà, l'évolution, l'évolution, elle s'arrête, quoi. Ouais, c'est clair. Je pense qu'à ce moment-là, tu as intérêt d'avoir stocké assez d'argent parce que là, tu regardes. Non, mais c'est clair. Okay. On arrive gentiment à la fin de cet épisode, Marvin. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est laisser un petit peu le mot de la fin, ta carte blanche. Si tu veux soit revenir sur un sujet, soit dire quelque chose qu'on n'a pas encore dit, ajouter un petit mot. Ça peut être un petit mot, un grand mot, ça peut être ce qui te passe par la tête. Vraiment carte blanche pour ça. Moi, j'ai quand même bien envie de pousser les gens à entreprendre. Je sais qu'on dit que c'est un peu à la mode et que bon, c'est la mode. Globalement, il faut essayer. Je pense que la vie, elle mérite d'être vécue, qu'il faut abuser des bonnes choses. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien profiter, j'aime bien. Voilà, il faut abuser. Pour moi, le travail, c'est une bonne chose. Il faut travailler, et c'est très important. Sachez que pour réussir, il faudra travailler. Il faut savoir que demain, si vous allez essayer de monter votre boîte, vous allez devoir travailler des heures, peut-être des années. Vous n'allez pas vous verser de salaire. Ça, il faut l'accepter. Hein. C'est dur de prendre ce pari, de se dire je vais travailler peut-être 80 heures par semaine pendant 1 ou 2 ans et je ne vais pas gagner d'argent. Mentalement, c'est difficile. Mais voilà, il faut tomber, c'est pas grave, c'est important même. Je pense qu'il faut tomber et tous ceux qui sont là et qui se moquent de vous parce que vous tombez, écoutez-les pas parce que s'ils ont le temps de se moquer, c'est qu'ils sont clairement pas en train de bosser parce que ceux qui sont là et qui bossent, eux, ils vont être là avec vous et ils vont vous dire « Oh, Coco, c'est pas grave, hein, t'inquiète, tu passais par là, continue, relève-toi, bats-toi, bosse et tu vas voir que ça va bien se passer et que derrière la pluie, il se casse le beau temps. » Voilà, moi, je pense qu'il faut dire aux jeunes de bosser. Je suis jeune et c'est pas pour autant que je bosse pas et que voilà. Jusqu'où je vais aller, je sais pas. Ce que je sais, c'est que pour le moment, j'aime ce que je fais. Je suis heureux et je pense que c'est important d'aimer ce que vous faites. Il y en a qui vont être là et qui vont travailler pour l'argent. Et ça, je me rappelle, en école, c'est souvent les discours que j'avais, c'était qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je veux gagner plein d'argent.
Je vais gagner plein d'argent. Ça, c'est la réponse qui revient souvent et tu es là et tu te dis, mais je vais faire quoi pour gagner de l'argent? Parce que c'est pas forcément celui qui gagne de l'argent. J'ai pas mal voyagé. J'ai eu la chance de beaucoup voyager en vrai. Même solo, j'ai vécu 2 ans en Amérique latine. Du coup, j'ai profité un petit peu de ce côté pauvreté. Enfin, pas profiter, mais bon, c'est vrai que tu te retrouves dans un monde où il y a des riches et des pauvres. C'est souvent ça dans les pays en voie de développement, comme le Mexique, par exemple. J'ai vécu 1 an au Mexique. Et il y a des gens, ils sont à rien, mais ils sont bien plus heureux que vous trois, que nous trois. Aujourd'hui, ils sont là, et eux, ils ont la plage. Le matin, ils se réveillent, ils vont à l'école. À 15h, il va terminer l'école. Il prend sa planche de surf, il va surfer. Et le mec, c'est l'homme le plus heureux du monde. L'argent, ça ne fait pas forcément le bonheur. On vit dans un monde aujourd'hui où on est hyper connecté. Et c'est vrai qu'on a, grâce aux réseaux sociaux ou à cause des réseaux sociaux, je ne sais pas, on a plus d'envie, on a plus de tentation. Et on se dit, on veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Oui, mais bon, il faut savoir se poser des limites. Mais dans tous les cas, tu peux vouloir toujours plus, mais il faut quand même kiffer ce que tu fais. Et je pense que dans tous les cas, si tu n'aimes pas ce que tu fais, bah, au bout d'un moment, tu tomberas. Tu as beau faire ça pour de l'argent ou pour ce que tu veux, tu ne te sentiras pas bien dans ta vie. Moi, je sais, et ça, je pense que l'un des secteurs qui est le meilleur exemple pour ça, c'est le conseil. J'ai plein de potes qui sont partis dans le conseil, qui ont des gros, gros, gros salaires et qui restent, qui sont là et qui se disent, parce que c'est un peu la carotte. Et tous les 6 mois, tu as une promotion et tu as une augmentation et trucs, et trucs, et trucs. Et du coup, bah, tu es là et tu te dis, allez, et 6 mois de plus, et 6 mois de plus, et 6 mois de plus, et 6 mois de plus. Et ça fait 1 an, 2, 3, 4. Et ça te rend compte au bout d'un moment que ça fait 4 ans que tu n'es pas heureux. Tu travailles jour et nuit, que tu kiffes pas ce que tu fais. Ok, tu as gagné plein d'argent, mais bon, tu n'en profites pas, tu peux pas le dépenser. Il faut savoir, je pense, faire l'équilibre. Il faut trouver le juste milieu entre travailler dur, aimer ce qu'on fait, dépenser de l'argent, parce que c'est pas facile aussi des fois de le dépenser quand tu travailles dur et que tu le gagnes. Tu te rends compte avec l'argent, voilà, faut y faire attention, bon, faut investir et tout, mais moi je sais que j'ai beaucoup plus de facilité à mettre 20 000 euros dans un projet à un entrepreneur que j'ai rencontré il y a une semaine et qui a pitché un truc que je trouve révolutionnaire, que d'aller chez Louis Vuitton et de m'acheter un sac à dos, quoi. C'est ce que j'ai cette approche-là de bon, il y a le plaisir et il y a investir, qui n'est pas pareil. Du coup, voilà, faut trouver sa personnalité, je pense aussi. L'investissement, c'est pas fait pour tout le monde, mais voilà, n'hésitez pas à vous faire conseiller, faites-vous accompagner, ça existe. Et je pense que c'est un bon mot de la fin. C'est un très bon mot de la fin. C'est un très, très bon mot de la fin. Je te rejoins à 100 sur les voyages. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait voir d'autres perspectives. En fait, ça stretch la réalité et à partir de toi, tu as une vision du monde parce que tu as vécu des choses dans un environnement, mais quand tu vas dans d'autres environnements avec d'autres personnes qui ont d'autres visions du monde, tu te dis en fait c'est un prisme quoi, ouais, ça va dans tous les sens, et puis il y a des gens qui vivent d'une façon dont tu l'aurais même pas imaginé et comme tu dis qu'ils sont très heureux aussi et en fait c'est quoi le sens quoi? C'est clair. Et je pense qu'il faut même dire voyager seul. Je pense que ça, c'est aussi Ouais, important. vraiment. Ouais, J'ai ouais, ouais. connu plein de gens aussi qui ont voyagé en Ouais, groupe de potes, entre Français ou ouais, en ouais, ouais. studio ou quoi que ce soit. C'est bien de partir seul. C'est bien, Ouais. va découvrir, va te trouver, va te tester. Et moi, Ah, c'est ça- clair. moi, je sais que ce qui m'a changé dans mon profil, j'étais entrepreneur jeune, mais vraiment ce qui m'a mis dans mon profil de, OK, bon, il faut savoir se cadrer, il faut s'ouvrir au monde et ça fonctionne peut-être pas comme tu le pensais. C'est vraiment le voyage, hein. Quand je suis rentré Mmh. de 2 ans, même mes parents, ils m'ont dit, mais ouais, t'as pris 10 ans là. T'as Ouais, pris 10 ans, tu te retrouves faut prendre tout la bouteille. seul. Tout seul, bon, des fois ça se passe bien, des fois ça se passe mal. Tu te retrouves à la Mmh. rue d'un coup, du jour au lendemain, tu avais prévu de dormir là, et d'un coup, le Airbnb il était fake. Et tu te rends compte que tu as payé 400 balles et que le Airbnb il n'existe pas. Et tu te retrouves, tu viens de quitter l'aéroport, le taxi, tu as déposé le truc, il est 23h, et ben, c'est pas grave. Tu prends un Mmh. hôtel, tu fais baiser, c'est comme ça, et tu vas recommencer Ouais, dans notre hôtel. Et voilà, ouais, et c'est important. Je pense que c'est une bonne aventure. Apprendre des langues, parler avec des gens d'autres cultures, s'intéresser, découvrir. Le monde, il est tellement beau. Le monde, il est incroyable. Le monde, mmh il est mh. incroyable et il mérite d'être découvert. C'est tellement dommage de se contenter juste de la France. En plus, maintenant, c'est facile. Avec les études, Ouais, tu peux partir. Tous les gars que je connais là, qui sont fait d'études, là, qui sont encore en études à KS, à Cryptosphère, je leur dis, dès que vous pouvez partir, surtout en études, faites-le en ouais, école de commerce. Surtout, c'est très bien globalement ton métier. Bon, ok, tu vas apprendre des choses en école de commerce. Tu vas faire ton réseau surtout. Parce que ton métier, tu vas l'apprendre sur le tas. Ton métier de 80%, tu vas l'apprendre. Tu vas le découvrir. Tu vas aller dans une boîte. Je suis arrivé ici, je pensais que je connaissais plein de choses. Tu te rends compte que tu connais que dalle. Tu te rends compte qu'en final, bon, ok, tu as les bases. Mais dans tous les cas, le monde professionnel, il ne se passe pas comme à l'école. C'est pas, tu ah, as un c'est clair. essai, tu rates, tu as 4 sur 20. Là, si tu rates un deal, tu rates un deal. Tu peux rater de Mmh mh. l'argent.
Et Mmh, si tu mmh, arrêtes mmh. de la prendre, tu peux plus payer les gars à la fin. Du coup, c'est pas Mmh. les mêmes problématiques. Du coup, Ouais, c'est voilà, clair. faut voyager, c'est important. Moi, je suis à fond là-dessus. 100%. Mmh mh. OK. Bon, bah, écoute, très, très bien. Ouais, je suis, ultra aligné en tout cas, là-dessus. Merci beaucoup pour tout le temps, pour toute la valeur que tu as donnée dans cet épisode. C'était vraiment, vraiment cool. Je suis sûr que tous les auditeurs, ils vont vraiment apprécier. Il y a eu des belles pépites, des belles punchlines et des belles idées de réflexion. Donc, Tellement. ouais, génial. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Bah, merci Ouais, beaucoup à c'était vous. super intéressant. C'était un plaisir de discuter avec vous, hein. Vous êtes super cool. Alors, sincèrement, Thibaut, vous avez bien vendu déjà en amont, mais merci beaucoup pour l'invitation. Merci Thibaut. Continuez bien. Merci à toi. En tout cas, on vous dit à très bien vite pour un nouvel épisode de Token Talkers. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Merci Marvin, merci tout le monde.